Moi, quand il est 2h du mat et que j'ai un tournoi, que je sais que je vais gagner 2 ou 3 000 euros si je le gagne et que j'ai le réveil qui sonne à 6h30 ou 7h30 du mat, ça arrive d'avoir envie de perdre, quoi. J'ai acheté une maison par exemple récemment, voilà, ça fait un poids supplémentaire et ça crée un stress, clairement. Ça te fait déjouer? Ça a pu à un moment donné, ouais. Par contre, je peux te dire que moi, entre le nombre de gens que j'ai vus heureux, riches, et le nombre de gens que j'ai vus heureux, pauvres, il y a beaucoup plus de gens heureux, riches. Et moi, la phrase que je me dis, c'est que le bon coach, il t'aide à jouer ton meilleur poker. C'est-à-dire que le but, en tant que coach, c'est d'aider le joueur à jouer son meilleur poker. Et le mauvais coach, il t'apprend à jouer son poker à lui. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, bienvenue dans Nos Bluffs, émission de grande qualité, dans un studio de grande qualité, avec des invités de très grande qualité. Aujourd'hui, ça parle famille, ça parle impôts, ça parle de la France, ça parle de pourquoi est-ce qu'on est ici, ça parle de projet, ça parle de coaching et ça parle de moula. Deux personnalités très très belles et puissantes aussi. Bonjour mon Boris. Salut Loïc. Le Bordelais, coach de Nutser, image de Nutser, figure de proue de Nutser, joueur émérite, joueur gagnant depuis Mathieu Zalem 2018, on va dire. Oh la vache, c'était pas hier. Et avec nous, le petit nouveau que vous avez déjà vu, finaliste Pro Dream, il a échoué lamentablement, mais je l'aime quand même. C'est monsieur Clément Muller, dit Chaudonne. Comment ça va? Salut Loïc. Très bien, super. Bon, comment? Alors déjà, question de base. Est-ce que ça va les gars? Est-ce que vous avez fait une bonne année? Écoute, au top, hein. Ouais. On a fait la meilleure année qu'on pouvait, en tout cas online. Un peu plus difficile en live. Ouais, mais c'est la première année que tu te fous en live aussi. Ah, on a tenté avec PMU, mais malheureusement, comme tu disais, c'est moins bien passé, quoi. Ouais. On aurait espéré, on retentera sûrement l'année prochaine là, à venir. Tu vas te refaire la première? Ouais, je pense que je vais recommencer, ouais. Tu sais pourquoi t'as échoué? J'ai eu quelques petits échos, ouais. Et alors, tu dirais quoi? Il y a... Un peu le stress? Peut-être le stress, il y avait histoire d'un petit séjour, un bon petit week-end avec la team PMU, avec les finalistes et tout ça. C'était top. Mais ouais, le côté stress, on a l'habitude d'être derrière l'écran et là, c'était plutôt de se montrer, d'être un peu moins rentré et plus en avant avec les personnes qui nous entourent, et je pense que c'est ce qui m'a fait pas mal défaut. Oui, parce que toi, t'es de nature un peu réservée. Un peu réservée, ouais, c'est ça. Ouais, faut se forcer, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Remarque, toi aussi, t'es quelqu'un de jovial, mais t'es pas quelqu'un de très démonstratif. Tu t'es un peu forcé la nature aussi pour devenir un peu l'image de notre serre, parler un peu plus, venir dans les émissions, tout ça. Je me force, oui et non. Après, on me demande pas grand-chose non plus chez Nutser. Ouais. Genre là, c'est... Tu sais que si tu dis ça, Bapor va t'appeler en te disant « C'est vrai que je te demande pas assez ». Ouais, non, mais c'est possible, je le laisse. Mais justement, on a une relation de confiance, je suis là pour coacher, c'est souvent ce que je rappelle, je suis avant tout coach, donc je me concentre à être bon coach, parce que c'est pas évident, et joueur du coup. Donc après, tout ce qui est se mettre en avant, etc., j'ai essayé, c'est vrai que c'est pas naturel, c'est pas évident. Il y a du boulot, mais du coup, ça demanderait du temps, je pense, pour moi, pour progresser, en fait. Ouais, faut progresser. Les amis, on est tous les trois des cas particuliers. On est dans le poker, vous deux, vous êtes joueurs, moi, je suis entrepreneur, et on a décidé, parce qu'on est des abrutis, ça, on va en parler, de rester en France. Chose qui est quand même plutôt rare aujourd'hui, hein. On va pas rappeler tout ce qui s'est passé depuis 10 ans avec les impôts, les joueurs, etc. Les gens qui regardent connaissent, s'ils connaissent pas, il y a des dizaines de vidéos qui parlent de ça. Pourquoi vous avez fait le choix de rester en France? Tu veux commencer? Ou... Allez, comme tu veux. Allez, je peux y aller. Vas-y. Alors pourquoi j'ai fait ce choix? Déjà, c'est plus pourquoi partir, parce que de base, je suis en France, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une femme qui travaille, et donc la question à se poser, c'est le risque de partir, c'est-à-dire de s'éloigner de ses potes, de sa famille, etc., versus la récompense de payer moins d'impôts. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une vie tellement bien en France, c'est ce que j'expliquais un petit peu en off, pour avoir voyagé un petit peu au Mexique, à droite à gauche, en ayant pensé à s'expatrier, etc. C'est une décision familiale aussi, et en fait, on est juste bien en France. Ouais. On est bien. Je suis content aussi d'avoir un statut social. 50% d'impôt quand même. Alors 50%, ça dépend de plein de choses et de plein de variables. Non mais on peut dire détailler, là que tu déclares pas tout, etc. Mais je veux dire, si. Non, mais disons quand on dit 50%, on peut en parler parce que souvent on entend ce 50% et en fait, ce que j'explique aux gens, ça veut rien dire. C'est-à-dire quelqu'un qui gagne 20 000 euros au poker par an, Ouais. il n'a pas payé 50% d'impôts.
Ok. Quelqu'un qui va gagner 150 000 va payer plus. On peut détailler ça si tu veux, parce que je pense que c'est flou dans la tête des gens. Vas-y, explique. Donc, quand on est en France, qu'est-ce qu'on paye? On a une entreprise individuelle, tu as le même C'est ça, statut, exactement. Ouais. responsabilité limitée avec impôt société. C'est-à-dire que on a 25% de charges sociales sur les salaires qu'on se verse. Donc, si je me verse 30 000 euros de salaire sur l'année, je vais avoir à peu près 10-15 000 euros de charges sociales. Et ensuite, Ça ressemble un peu à une auto-entreprise finalement. C'est-à-dire que l'auto-entreprise, on te prend 25% de ce que tu déclares. Quoi. exactement. Et ensuite, un impôt sur le revenu, sur les salaires que tu te verses, en fonction du coup de ton foyer fiscal, de ton épouse, de tes enfants, etc. Donc, un joueur de poker qui gagne 30 000 euros par an, qui est seul, qui va avoir des frais. Je sais pas, il peut avoir du coaching, des logiciels, etc. Il va faire des déplacements en voiture, des restaurants, une bouteille de champagne quand il gagne un petit tournoi. Bien sûr. Admettons, il déclare 20 000 euros. Voire 10 si c'est Ribouchon qui gagne. C'est ça. Le budget alcool peut varier selon les personnalités. Bien sûr. Et donc, du coup, si sur 20 000 euros, il va se déclarer quelque chose comme 12-13 000 euros de salaire et des charges sociales, du coup, ce sera 6-7 000 euros de charges sociales. Sur 12 000 euros de salaire sur l'année, tu ne payes pas d'impôt. D'accord. Donc là, tu ne vas pas reverser 50. Mais mec, c'est le SMIC. Non, mais tu vois, je clarifie le côté 50%. Par contre, si tu gagnes 150 000, tu vas passer des tranches d'impôt sur le revenu qui sont autour de 40%, 35-40. Donc, tu auras 35-40% d'impôt sur le revenu, plus les 25% de charges sociales. Donc là, on peut dépasser les 50% en fonction aussi du revenu. Et toi, mais alors d'accord, très bien, mais là, vous deux, on va être très clair, vous êtes des joueurs très gagnants sur vos années, et vous êtes respectés pour ça aussi, c'est pour ça que j'avais envie qu'on fasse l'émission tous les trois. On reparlera des coachs et du coaching décrié après, et pas du vôtre, justement. Mais 50%, ça fait quand même mal, parce que vous êtes des joueurs qui vont gagner souvent plus de 100K plus à l'année quand même. Voire sur des belles années encore plus. Donc pourquoi payer 50%? Ça vous fait pas verser une larme, vous? Ah, forcément, ça pique. Après, voilà, c'est des choix de vie, c'est un confort, le confort de rester en France, comme tu disais, avec la famille. Moi, je trouve que c'est. Pourquoi t'es resté, toi? Moi, le côté rester en France, c'est vraiment. J'ai un côté où j'ai mes proches, j'ai ma famille. J'ai mon cercle d'amis sur Toulouse, par exemple. On a Chance, on a tout ce groupe d'amis là qui sont autour de lui, qui font aussi partie de mon cercle d'amis. Et j'ai décidé de rester pour ça aussi, quoi. Et partir à l'étranger, c'est aussi abandonner un petit peu tout ça et reconstruire quelque chose, quoi. Donc il y a ce côté-là. Oui, il y a le facteur payer moins de charges. Mais il y a d'autres choses à prendre en compte, c'est que éventuellement, je sais pas, partir au Luxembourg, partir au Mexique, c'est aussi des frais qui sont potentiellement plus importants. En Andorre aussi. Après, c'est les priorités que tu donnes, tu vois. Par exemple, c'est que là, quand on parle des impôts, on met l'argent en priorité. Ouais. Et j'ai beaucoup de joueurs de poker que j'ai coachés qui sont partis à l'étranger, qui sont revenus. Parce qu'en fait, ils se sentaient pas bien. Ils sont vraiment revenus? Ouais. Il y en a quelques-uns qui reviennent parce que ils se rendent compte que leur vie est pas à l'étranger. Moi, j'ai beaucoup de joueurs qui sont partis et qui me disent, mec, faut nous rejoindre maintenant. Ouais, mais faut voir la vie de ces gens-là et leurs projets. Tu sais, souvent, je pense, là, les gens qui me viennent en tête, souvent des célibataires, des globetrotters qui jouent en live à droite, à gauche. Rarement des gens qui sont en couple, qui veulent construire une famille, etc. Tu vois, mais toi, mais toi, t'es un cas. Excuse-moi, pardon, je suis vraiment Clément. Toi, t'es un cas où, bon, t'es marié, pacsé et père de famille. Oui. Mais la réalité, c'est tu serais célibataire sans enfant. Tu serais pas parti. Ça serait déjà différent. Ouais, ça serait déjà différent. Donc il y a un contexte. Ouais, exactement. Voilà. Et c'est pour ça que je te parle de priorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent, le fait de payer des impôts, est pas prioritaire par rapport au fait du contexte social, de l'éducation que je donne à mes enfants avec des écoles de qualité. Et je sais que je leur offre le meilleur moyen possible de réussir dans la vie. Toi, tu penses que l'école est de qualité en France, toi? En tout cas, on a sélectionné des écoles qu'on pense de qualité. Ouais, tu l'as foutu dans le privé, quoi. Exactement. Oui, voilà. voilà. Ok, d'accord. Exactement. Donc, du coup, voilà. Mais que tu retrouvais pas forcément à l'étranger, pour le coup. Exactement, mais on discutait de la médiathèque. C'est quand on découvre la médiathèque, t'as accès à la littérature, illimité quasiment, n'importe quand, gratuitement. C'est des choses pour revenir sur le contexte. Je suis parti au Mexique 15 jours avec l'idée de s'expatrier avec Lucille et les enfants. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'il y avait du stress, quoi. Du stress, ça soit au niveau de la santé, parce que dès que Lucille a eu un problème de santé là-bas, ça a été la galère. Tu vas dans des pharmacies, c'est pas des pharmaciens, ils te donnent des trucs
qu'on n'a pas le droit de vendre en France. Oui, on appelle ça des chamans, ouais. Voilà, exactement. Donc tu commences à faire n'importe quoi. Tu vas médecin, c'est compliqué. Tu peux pas passer une radio, un scanner, un IRM comme ça. Enfin, tout est hyper compliqué. En fait, on se sentait pas forcément en sécurité. Pareil, t'as tout ce qui est. Mais c'est peut-être une question d'habitude. Peut-être que si t'étais resté 6 mois, 1 an là-bas, tu finis par t'habituer. Après, t'as la corruption. Ouais. C'est-à-dire que t'as peur, t'es là avec tes enfants, t'es au bord de la route, tu vois des flics, t'as peur. Là, en France, on se dit qu'ils sont quand même là pour nous protéger. Là-bas, tu sais pas. Et en fait, tu peux pas dire, attendez, j'appelle les flics. Ah non, c'est vous qui êtes en train de me niquer la gueule. Donc on s'est dit, ouais, voilà, on n'est pas chez nous et on se sent pas du coup chez nous. Et en fait, on se sent pas bien. Et donc on s'est dit, nous, on est en train de construire quelque chose. On a des enfants qui sont du bassin d'Arcachon. On a cette identité-là qui est forte, un réseau là. Et on a envie de vivre avec ça. Et je suis pas quelqu'un qui est... j'ai pas envie de gagner de l'argent. Enfin, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est pas de monter des millions. Mon objectif, c'est de performer, tu vois, en tant que joueur, gagner des titres, vivre des aventures, des expériences. C'est vraiment mon numéro 1. On pourra peut-être en parler plus tard, plus précisément, mais c'est pas monter de l'argent. Et je pense que les gens qui partent à l'étranger, c'est d'abord des gens qui veulent monter de l'argent en priorité avant de construire justement un cocon familial, etc. Voilà, un peu... Très LFI. Je t'ai coupé, Clément. Ouais, j'allais dire, en fait, il y a un côté... en fonction de ton âge, etc., ça va pas être les mêmes objectifs de vie. À 20 ans, 25 ans, tu vas pas penser la même chose que quand tu as 30 ans, 40 ans, où tu as une vie de famille, quoi. Tu vas plus, comme tu disais, réfléchir à monter de l'argent rapidement, sortir, faire la fête, en fait. Et c'est vraiment différent en fonction des générations. Moi, j'ai déjà fait des séjours à réfléchir juste un peu avant le Covid, m'expatrier. J'avais été à Malte, par exemple, ce genre de choses. Et c'est vrai que tu es un peu sur une petite île déserte où tout le monde fait un peu la fête, etc. Bon, après, il y a des Maltais qui vont voir, ils vont penser autrement. Mais c'est pas le même rythme de vie du tout quand tu es expatrié, quand tu es à l'étranger, comparé à la France où tu es dans ton cocon avec ta famille. Tu vas grinder, tu vas voir ta femme à la fin du boulot, tu vas profiter un peu le week-end avec tes amis. Alors que là-bas, c'est plus beuverie, profiter, voilà. Pas mal aussi. Après, il y a un truc sur l'expat. Il y a beaucoup de joueurs qui s'expatent pour le décalage horaire. Ça, par contre, c'est vrai que ça pourrait faire Mexique, partir. beaucoup, parce Voilà, que comme ça, ils jouent, Canada. pour expliquer, ils jouent comme ça milieu de journée, et fin d'après-midi, c'est fini. Ils commencent à midi, en gros, c'est 11h midi, 18-19. Ouais. Ça, par contre, c'est un truc qui était plus un argument pour moi de me dire, ok, je veux faire de la perf. Finalement, ceux qui sont là-bas, je pense à Loïc Winda, avec qui on a beaucoup discuté cet été à Vegas, il dit, franchement, quand je suis en France, je suis fatigué, c'est dur d'être motivé. Et quand je suis là-bas, c'est génial, quoi. Je me lève, je fais ma séance de sport, je mange, je commence à jouer. Le soir, on se fait resto entre potes, on va se balader sur la plage, cool down. Il dit, c'est pas la même perf. T'as un tournoi qui dit, moi, quand il est 2h du mat et que j'ai un tournoi, que je sais que je vais gagner 2 ou 3 000 euros si je le gagne et que j'ai le réveil qui sonne à 6h30 ou 7h30 du mat, ça arrive d'avoir envie de perdre, quoi. Tu vois, vraiment? Ça arrive, ouais. Il y a vraiment des fois où tu lances des grosses sessions, t'as une 5K. Ça m'est arrivé récemment sur une room où les tournois finissent assez tard sur le point .fr pour peu de gains. Je me dis, t'as des fois où t'as envie de perdre, quoi. Alors c'est la petite voix, hein, tu l'écoutes pas, mais forcément t'es pas en train de jouer ton meilleur poker dans ce moment-là. Donc ça serait vraiment une motivation. Parce que moi, je sais qu'en tant qu'entrepreneur, moi je reste parce que oui, j'ai ma famille, tu vois. J'ai ma femme, évidemment, je dirais, elle serait plutôt enclin, alors même si elle a un gros poste, elle fait des grosses études et tout, mais elle serait plutôt enclin, pourquoi pas partir dans l'absolu. Mais c'est sûr que je reste pour la famille, mais j'ai tellement l'impression qu'on paye pour rien. On parlait d'éducation, moi je trouve que le niveau, tu vois, d'éducation en France, il est déplorable. Je le trouvais déjà quand j'étais étudiant, donc je pense que c'est bien pire aujourd'hui. La sécurité, je trouve que il y en a pas assez. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs où je me dis, mais parce que c'est même pas qu'une question de payer 50%, c'est une question, tu te dis, mais attends, mais en fait, vous faites quoi du pognon, quoi, tu vois. En fait, je sais même pas pourquoi je vous le donne là. Alors, ça dépend ce que tu donnes, mais c'est vrai que pour les voyages que j'ai fait, en fait, ça dépend à quoi tu le compares. Tu parles de l'éducation, c'est sûr que si tu compares à la Suède, tous les pays scandinaves, tous les pays scandinaves, tous les pays asiatiques, on est complètement à la ramasse. Alors, ça dépend des écoles, etc. Mais c'est vrai que pour les voyages que j'ai fait, je parlais du Mexique et d'autres voyages,
quand tu rentres, tu te dis, tu sais pourquoi tu payes. Je parlais justement de la santé. Quand je suis allé au Mexique, je vois que la guide qu'on avait nous dit qu'elle a perdu son mari. Elle sait pas pourquoi. 48 ans, il était fatigué, anémie, et qu'en fait, ils ont passé aucun examen. Il est mort en 48 heures sans savoir en fait ce qui lui arrivait. Que moi, je rentre du Mexique, j'avais une douleur au mollet, et que je vais passer un écho Doppler, que j'ai rien à payer. Bonjour, merci, au revoir, machin. On se rend pas compte du coût que ça a. On en parlait aussi sur le coût qu'a la santé. Ouais, mais regarde, on passe notre temps à avoir aux informations que les hôpitaux manquent de moyens, que le mec qui était malade, il a fini sa nuit au fond du garage. Est-ce que c'est parce que les Français se plaignent que c'est vrai, tu vois? Parce que il doit y avoir une part de vérité. Je pense pas que ça amuse les ça médecins manque de moyens par rapport à quoi? Il y a un manque de moyens dans la santé. Moi, je suis infirmier quand même. J'ai bossé pendant. C'est vrai, t'étais infirmier, Je suis infirmier. J'ai quand même été infirmier et j'ai bossé pendant 6-7 ans. J'étais infirmier coordinateur. Et ta femme est dans le médical. Et ma femme est dans le médical. J'étais infirmier coordinateur en hospitalisation à domicile. On se battait toujours pour en avoir plus, mais sans se rendre compte qu'on a des moyens incroyables. Tu vois, c'est-à-dire qu'on se pose pas des questions. Tu veux des compresses, de l'alcool. Tu veux justement utiliser En ce moment, on utilise des infuseurs qui coûtaient 10-15 euros l'infuseur pour faire des trucs qu'on pourrait faire sans. En fait, on dépense dans la santé un argent incroyable à des fins quasi inutiles parfois. Ah, donc tu dis, il y a du gaspillage. Il y a un gaspillage de fou, il y a des dépenses inutiles. Alors que tu vas dans d'autres pays, tu vois, on nous disait, les gens qui font faire de l'humanitaire, quand ils ouvrent un paquet de compresses, c'est compresse par compresse. Tu vois, c'est une compresse pour. On utilise une, on jette tout le reste. Tu vois. Donc on a des moyens de ouf, mais on n'en a jamais assez parce qu'on veut que ça soit parfait. Et ça arrive toujours de manquer de moyens pour un patient ou, comme on dit, tu veux passer un IRM, tu le passes au bout d'un mois, et au bout d'un mois, on t'apprend que tu as une maladie grave ou quoi que ce soit. Ça aurait été mieux que ça soit fait de suite le jour même. Maintenant, tu le compares à quoi, tu vois? C'est-à-dire que si tu compares la santé en France par rapport à ce qu'il y a à l'étranger, c'est sûr qu'on est quand même bien, je pense. On a de la chance. Bon, on est tous les trois en couple, pas ensemble. Calmez-vous, pas ensemble. Moi, je suis paxé, bientôt marié. Toi, t'es paxé avec des enfants. Toi, la relation est un peu plus récente. T'es paxé? Oui. Ah ouais. Récemment. Et deux chiens. Et deux chiens. Paxé et deux chiens. Donc, et moi, deux chats. Et toi 2 chiens et un chat. Ok, donc t'as gagné. Est-ce que... Moi, quand j'ai commencé à être entrepreneur, c'était que pour ma gueule. Donc, tous les risques que je prenais, c'était pour ma gueule. Toutes les victoires que j'avais, c'était pour ma gueule aussi. Mais je prenais un maximum de risques. Je voulais gravir le plus vite possible les échelons. Quand t'es vraiment en couple, et là je parle pas juste de l'histoire d'une nuit ou d'une semaine, quand tu commences à être vraiment en couple, c'est-à-dire partager, j'estime, ta vie avec quelqu'un et te dire, ok, c'est peut-être la femme de ma vie, donc on va réfléchir à long terme. Forcément, ça met un peu plus de pression, parce que en tout cas, moi, en tant qu'entrepreneur, et vous l'êtes aussi, finalement, vous êtes vos propres entrepreneurs dans votre métier, quand t'as des mauvais mois, quand tu signes pas le contrat que tu devais signer, c'est un peu plus chaud tendu. Tu dis, waouh, est-ce que ça va pouvoir le faire? Parce qu'il y a les crédits, parce qu'il y a machin, et puis parce que t'es pas tout seul. Comment ça change ou pas votre manière d'aborder le poker, d'avoir été en couple, d'avoir été parent, dans ton cas? C'est toi le plus récent. Ce qui change, t'as toujours plus de choses à porter sur tes épaules, clairement. De devoir, j'ai acheté une maison par exemple récemment, voilà, ça fait un poids supplémentaire et ça crée un stress, clairement. T'as besoin d'avoir des résultats, t'as besoin comment dire, t'as une pression supplémentaire, quoi. Et ça te fait déjouer? Ça a pu à un moment donné, ouais. Ça a pu, j'ai dû prendre à un moment donné à nouveau du coaching mental, ouais. Ok. Et ça m'a pas mal servi. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Je sais pas, on sent d'ailleurs quand on parle que ça te... Ouais, ça touche, ouais. J'avoue. J'ai dans le code, j'ai envie de poser des questions et d'approfondir. C'est peut-être pas mieux, mais... Non, mais voilà, par exemple, j'ai acheté ma maison en début d'année. J'ai dû... ça m'a mis un coup dans ma rôle. Ça m'a créé un stress financier. Et j'ai dû remonter un peu les échelons au fur et à mesure, quoi. Donc c'était une pression, quoi. Oui, parce qu'en plus, si évidemment cet achat, donc cette pression-là se couple à un moment où ça run un peu bad ou quoi... Ouais, c'est ça. Toi, c'est beaucoup en cash game. Toi, c'est en cash game, donc ça va, j'ai pas trop de variance. Ouais. Mais en plus, il y a eu... malgré que ça soit ma meilleure année online, j'ai eu une période où ça s'est pas bien passé. Et là, ça tape, là.
De quoi? Dans ta tête, là, ça... Mentalement, ouais, ça tape. Te dire, bah, j'ai un crédit sur le dos, j'ai des choses à gérer. Ma nana, elle a un poste plutôt pas mal. Ça se passait pas très bien pour elle à ce moment-là, avec les changements de situation, le changement de lieu de vie. Ouais. Donc, ça crée un stress pour le foyer, en final, quoi. Ok. Et toi? Alors moi, c'est particulier parce que d'abord, c'est elle qui a le salaire, on va dire, le plus élevé et qui apporte la sécurité. L'infirmière libérale, elle gagne bien sa vie. Et du coup, la décision de jouer au poker, on l'a prise ensemble. Et alors, j'ai envie de dire, on l'a pris en couple, mais large. C'est-à-dire que même les beaux-parents de ma femme sont dans la boucle. Parce que le fait que je sois joueur de poker implique des choses qui vont les impliquer à eux. Par exemple, quand je pars à Vegas 1 mois et demi, en fait, ils s'occupent des enfants à fond. Oui. Si demain, j'ai pas mes beaux-parents, Tu peux pas partir pas faire ce que je fais. Donc, c'est quand je prends la décision de démissionner de mon taf pour être infirmier, pour être joueur de poker, pardon, c'est une décision familiale au sens large. Et donc, on est tous OK. On se dit, OK, on y va. Moi, je suis infirmier. Si demain, ça marche pas le poker, je sais que je trouverai du travail. J'ai plein d'idées, de projets, etc. Je pense que j'aurai pas de mal à rebondir. Donc déjà, ça enlève le pire scénario. Et quand je commence ma carrière, je me dis, bon, j'ai 25 000 euros de bankroll. Je me dis, bah, j'y vais avec 25 000. Si je me broque, je reviens travailler. Ce sera l'occasion de vivre une aventure, une expérience et de rebondir sur quelque chose. Et puis, si ça marche, on voit où ça nous mène. Et aujourd'hui, ça nous mène ici. Ce qui est incroyable, quand je t'écoutais, c'est... Moi, je me rends compte de la chance que j'ai eue dans ma carrière. J'ai eu beaucoup de chance entre le début et aujourd'hui. Et moi, je suis la part variable du couple. Du coup, c'est-à-dire qu'on a un minimum, si tu veux, Mais qu'on en fait, gagne tous les mois. on est tous les trois la part variable, Voilà. en fait. Parce Oui, que, exactement. pour connaître ta moitié, oui, elle est chef d'entreprise, mais on va dire dans un domaine où des clients, il y en a tout le temps. Moi, ma femme, elle a un très bon poste, elle a fait des grosses études, donc elle, c'est fixe aussi. Et en plus, on a tous les trois des femmes qui gagnent plutôt très bien leur vie comparé à la moyenne des C'est Français. ça. Ce qui fait que moi, il y a des années où ma femme gagne plus que moi. Bon, il y a des années où non, ça dépend évidemment des boîtes. Mais moi, ce que je lui ai souvent dit, je lui ai dit, c'est parce que t'as un poste élevé avec un bon salaire aussi, que moi, je peux quand même continuer à me permettre d'essayer de prendre des risques dans mes boîtes. Parce que si au pire je me casse la gueule, on n'est pas à poil. Mais je lui ai dit avant, par contre, je lui ai dit, il faut bien que tu prennes conscience de ça, quoi. C'est pour ça que pour moi, c'était une décision familiale importante. On est tous les deux OK pour le faire. Et ça, c'était important. Et pour revenir sur la parentalité, c'est quelque chose de très particulier parce que mon premier Vegas, quand je dois partir, mes enfants ne comprennent pas. Et mon grand me dit, pourquoi tu fais ça, papa? Tu nous aimes pas? Tu vois, et moi, j'en pleurais. Hein. J'ai jamais autant pleuré que quand je suis parti à Vegas. Ça a été vraiment très dur pendant plusieurs jours. Et je sais que j'avais beaucoup bossé ça. Et ce qui était intéressant, je bossais avec un coach mental, avec Itaka, je crois, à ce moment-là, justement. Et il m'avait posé une question. Il m'avait dit, mais quel père tu veux être? Qu'est-ce que tu veux, finalement? Et ça m'avait permis de comprendre que je vais être le père, justement, qui montre à ses enfants qu'il veut aller réaliser ses rêves. Il veut aller à Vegas, être champion du monde de poker, tu vois, écrire l'histoire, quelque part, dans ce milieu. Et j'envoie en même temps le message à mes enfants. Tu veux être joueur de jeux vidéo, par exemple? Tu peux. Allez, traverser le monde, faire des sacrifices. Je suis très triste de vous quitter. C'est pas facile, mais je le fais parce que j'ai des rêves et que je veux les réaliser. Et du coup, c'est un moyen pour moi d'être joueur de poker. C'est un moyen aussi de transmettre à mes enfants une attitude, un savoir-vivre, un savoir-être, et de transmettre même un petit peu plus au sens large, vivre de sa passion, prendre des risques. Voilà, tout ça, j'ai envie de le transmettre le plus possible aux gens autour de moi. Vous pouvez oser, prenez des risques. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, ça s'est bien passé. Mais comme on dit, les chanceux sont ceux qui ont provoqué C'est vrai. la chance aussi. C'est vrai. Mais après, je me dis, pour l'instant, aucun de nous trois, on a vraiment été confrontés à, ok, c'est une méga galère. Vous faites une année vraiment méga perdante ou moi je fais une année où les choses passent mal. Là, par exemple, cette fin d'année, c'est une catastrophe. Clairement, quand t'es entrepreneur, pour moi, alors dans le conseil, ça va. Dans le poker, c'est plus compliqué. Au moment où vous verrez ça, sera peut-être réglé. Mais en tout cas, les clubs de jeux de paris sont censés fermer. Donc, moi, le club Circus, qui est quelqu'un qui m'aide, avec qui j'ai des beaux accords, c'est compliqué. Les rooms sont tout en attente parce que entre la politique, le gouvernement, la fiscalité, les casinos en ligne, oui, non, etc. Enfin, c'est un vrai bordel. Mais je me dis, je sais pas si je serais curieux de savoir ce que ça ferait
à ma compagne, même si j'ai 100% confiance en elle, c'est pas une question, mais je me dis, le jour où nous, on est vraiment dans la merde en tant qu'entrepreneur, est-ce que, tu vois, nos moitiés, elles ont bien compris que ce jour-là, on est là en mode, là, c'est toi qui gère la boutique, là, parce que moi, je suis pas €, quoi, tu vois. Moi, je pense qu'elle a confiance. Et Ouais, mais la confiance, je suis pas d'avoir le droit de prendre le badron d'une vie, quoi. si ça se passe mal, j'espère et je le pense, elle aura confiance en la personne que tu es, parce qu'elle sait qui tu es et les valeurs que tu as, etc. Et qu'on rebondira, quoi qu'il arrive, en fait. Oui, ça, je pense. Tu vois ce que je veux dire, alors ça, je suis c'est une d'accord avec galère toi. et je pense que ça sera, pour moi, je pense qu'elle sera le premier soutien de dire, écoute, c'est la merde, mais je sais que tu vas rebondir et t'aider justement à prendre les bonnes décisions pour la suite. Mais c'est vrai que ce qui est dur dans ce que tu disais, je pensais que tu allais parler de ça, c'est se projeter long terme. C'est-à-dire que, tu vois, là, tu parles de joueurs de poker, on en parlait un petit peu. Sinon, on va passer notre temps à prendre des risques, quoi, dans le reste de notre vie. Quoi. Et puis en tant que joueur de poker, on ne sait pas ce que va être le poker online Bien sûr. dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. En fait, est-ce que je vais pouvoir vivre de ça? Je pense qu'on va en parler du poker online. On va en parler ensemble tous les trois après. Et du coup, c'est pas évident de se projeter sur le long terme. Donc, il faut prendre les choses aussi les unes après les autres. Et j'aime beaucoup, tu sais, Thomas Samut, j'en ai pas mal parlé, coach mental, notamment du Cercle des nageurs de Marseille, qui lui expliquait que dans le coaching, il apprenait aux nageurs à connaître qui ils sont, à connaître leurs qualités, leurs défauts, etc. et qu'ils n'étaient pas que des nageurs. C'est le moment, je pense, où on travaille ça. En tant que joueur de poker, on a la chance de faire du développement personnel, travailler sur qui on est. On se dit, bon, je ne suis pas que joueur de poker. Demain, je peux avoir d'autres opportunités, faire d'autres choses, etc. J'ai connu des joueurs de poker qui m'ont dit... si je peux plus jouer au poker, je me suicide. Hein. Vraiment. Ah, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Et c'est ce qui se passe dans le milieu du sport, tu vois, les nageurs. Surtout, pardon, excuse-moi de te couper, surtout quand ils sont jeunes. Oui, parce que savent pas de quoi ils sont capables, ils veulent pas travailler. Voilà, il veut pas travailler. Il a fait quoi ça, jouer aux cartes, et à 25 ans, s'il a ça, c'était la fin de son monde. Voilà, il a vécu que ça. Voilà, il a vécu que ça. Il a pas rencontré suffisamment de monde encore pour se faire un patchwork d'autres réalités et d'essayer de se nourrir des autres. Des fois, ils le font juste pas par manque entre guillemets, d'intelligence. Ils ont pas cette envie d'aller se nourrir des autres. Eux, souvent, sont inquiets. Quand elle est passée à la trentaine, généralement, le joueur de poker, il est beaucoup plus safe, quoi, tu vois. Et pourtant, du coup, c'est là où c'est plus dur de se reconvertir, tu vois. C'est ça qui est dingue, c'est que le mec qui a 25 ans, lui, il est plus jeune, il a plus de compétences. Ouais, mais je pense que celui qui a 30 ans a vu plus de monde, un carnet d'adresses plus fourni, a peut-être réfléchi autrement à ce qu'il va faire de son argent. Oui, il y a ça aussi. Tu vois, la maturité. La maturité, réfléchir à son avenir, quoi. Moi, c'est des choses sur lesquelles je réfléchis parce que si j'arrête le poker demain, qu'est-ce que je ferai derrière, quoi. Donc, est-ce que tu vas gérer ton argent, l'investir, comme tu disais, devenir entrepreneur dans un autre domaine, au lieu de faire un métier, entre guillemets, lambda. Donc, c'est pas évident pour tout le monde, mais entrepreneur dans d'autres domaines, ça peut être intéressant, par exemple, pour un joueur de poker. Ta femme, toi, joue pas au poker, hein, on est d'accord. Elle n'a rien à foutre. Ouais, elle déteste ça, je dirais. Ah, carrément. Ouais. Parce que nous... Tout ce qui est jeu d'argent, quoi. Parce que nous, nos moitiés, elles aiment le poker. Et elles jouent. Ouais. Ta femme, elle a même des titres, Winamax. Elle a 3 titres, si je dis pas de bêtises. Elle a 3 titres, ouais. Live, hein. Tu vois par exemple, c'est intéressant, mais je suis curieux de savoir. Par exemple, Chance, il a rien foutu, lui, il en a eu un. Dont 2 titres la même semaine, je rappelle. Hein. Il va se la péter. Pendant que lui, non. Voilà, bravo. J'ai l'impression d'avoir de la chance, parce que du coup, tu sais, ça crée l'équilibre. Ouais. Vu qu'elle aime pas ça, alors je sais pas, vous, comment ça se passe. Est-ce que justement, vous avez l'impression d'avoir de la chance parce qu'elle vous comprend peut-être mieux? Moi, ça a tout changé. Enfin, moi, je sais que moi, le fait que ma compagne aime le poker, ça a changé toute ma vie. Parce que, c'est pour ça qu'il aime d'ailleurs. Hein. Oui, non, mais sans ça, c'est fini. Elle est obligée. En fait, elle est obligée. Non, mais c'est pas ça. Ça fait que. Alors, il y a 2 choses importantes. Elle aime le poker. 3 choses. Elle savait qui j'étais. Et elle sait ce que c'est le métier d'entrepreneur parce qu'elle a vu ses parents être entrepreneurs toute sa vie. Donc, à partir de là, le fait d'être absent, de beaucoup travailler, de pas compter ses heures, de travailler de nuit, etc., de travailler les week-ends, elle comprend tout à fait. Elle a vu ses parents être entrepreneurs. Les bons et les mauvais côtés d'être un personnage public, même dans le poker qui reste un microcosme, mais le fait d'être un personnage public, donc, elle sait que si elle est en week-end avec moi au FPO ou dans d'autres trucs de poker, je vais souvent être abordé, des gens vont venir me voir, ou des gens qui aiment bien mes émissions, ou des gens pour les business, ou des gens parce qu'ils veulent que je les conseille. Enfin bon, t'as compris. Et la 3e chose, c'est vu qu'elle aime bien le jeu, ça lui permet quand même dans ces moments-là où je suis pas là, de temps à autre de venir.
Tu vois, elle peut Ouais, venir, profiter de son à hobby Vegas en même 15 temps, jours c'est et ça, elle va exactement. kiffer son hobby. Elle me voit quasiment pas pendant Vegas, mais elle kiffe, elle va se taper les tournois, les trucs, les machins, elle est très contente. Donc c'est quand même 3 énormes qualités, parce que moi, ça fait quand même 12 ans que je suis dans le poker, ça fait bientôt 7 ans qu'on est ensemble. Les compagnes que j'ai eues avant, c'était une catastrophe. Quand j'étais entrepreneur, parce qu'elles comprenaient pas pourquoi je travaillais tout le temps, et quand j'étais dans le poker, c'est qu'elles comprenaient pas ce jeu de con. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quand même énorme, quoi. J'allais dire, ouais, bon, on a la même chose, hein. Elle travaille, elle a son entreprise, quoi. Donc, Et elle a vu comme par hasard sa famille Voilà. d'entrepreneurs aussi. ouais, le côté entrepreneur, le côté gestion, il y a un petit peu les mêmes choses qui relient au poker. Donc ça, elle a beaucoup plus de facilité de compréhension de l'argent, quoi. Et je trouve que c'est plus facile au quotidien d'échanger avec une personne, quoi. T'as fini le boulot, tu veux discuter. Et vu qu'elle comprend le poker, tu peux parler un petit peu poker de façon peut-être un peu plus abstraite parce que c'est pas aussi poussé. Mais ça permet... c'est pas comme un coaching mental, mais presque, franchement. Ouais. Et c'est plutôt agréable. Et toi alors? Ah, moi, on parle pas de poker, Ah, ça, pas c'est du sûr. Mais, Ça, ça te c'est fait- sûr. mais toi, ça te fait du bien dans l'équilibre? Alors, moi, je pense que c'est un équilibre parce que, en fait, ça évite de justement trop être dedans. C'est-à-dire, quand je suis avec elle, il n'y a pas de poker. Elle va pas venir. Quand tu dis, quand on soit un week-end au FPO, c'est genre, attends, qu'est-ce que c'est? En ce week-end, ça va pas être au FPO, ça, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de poker. Et c'est important, je pense, dans la vie d'un joueur de poker, pour moi, d'avoir ce truc extra poker. Et souvent, j'ai pas mal d'élèves qui ont subi ça, qui ont dit, putain, mais j'ai un environnement où c'est que poker, que poker, que poker, que poker, et j'arrive pas à en sortir. Et moi, dans ma vie de tous les jours, il y en a pas, en fait. Moi, je suis. Ouais, mais après, ça peut compliquer certains trucs. T'as vu, c'est que par exemple, toi qui es l'image de notre serre, il y a des fois, tu peux pas faire autant de la Team France quand on se déplace. Toi, tu peux pas toujours te déplacer avec nous. C'est un peu plus Ah, mais compliqué, c'est un peu c'est, galère, c'est un peu. Ce qui est pas un reproche, tu vois ce que je veux ouais, dire, mais c'est moins évident, peut-être, que si justement elle comprenait, qu'elle disait, qu'elle s'intéressait au jeu, et qu'elle disait, ok, ouais, vas-y, ou viens, je t'accompagne. Ouais, alors, ce qui est particulier Bon, par maintenant, t'as rapport des à enfants, ça. c'est plus compliqué aussi. Ouais, c'est ça. J'ai des enfants et surtout, j'ai une casquette de papa présent. Tu vois, Ouais. j'écoutais un truc sur Elon Musk qui disait qu'il bossait 16 heures par jour, divisé en 3 entre SpaceX, Tesla, etc. Ben moi, c'est un peu pareil, tu vois, c'est 16 heures par jour, mais dans les 3 casquettes, il y a le papa, parce que je veux être présent. Et donc, du coup, ben, quand tu parles des déplacements de Team Pro France, ça venait en plus Ouais. du coaching, du joueur, du live pour moi en tant que joueur, etc. Et en fait, il y avait un déséquilibre dans Ouais, mes ça 3 passe plus. casquettes, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans mes priorités, il y a être père, c'est limite un bon père, on va dire, le meilleur papa possible. C'est limite ma priorité principale, tu vois, avant d'être un bon joueur et d'être un bon coach. Oui, papa, c'est ton premier métier. Exactement. Ouais. C'est pas le plus facile. Ouais, moi, je veux pas d'enfant, donc je suis réglé, moi, de ce côté-là. Je serais pas bon pour ça. Est-ce que tu sais bien gérer tes chats? J'essaye, mais ils préfèrent leur mère comme tous ces petits bâtards, là, que je comprends bien. Bon, on a parlé famille. On va parler plus poker, plus concret. Le poker online, moi, je trouve qu'il se passe des choses. Vous allez me donner votre avis. Alors, je trouve qu'il se passe des choses et j'ai passé la première moitié de ma carrière dans le poker à expliquer que tout s'effondrait, que c'était la merde et c'était vraiment la merde dans le poker. Période pré-Covid, ça commence à remonter. Covid, boum, explosion incroyable, folie ambiante. Les 2 ans post-Covid, folie complète. À l'heure actuelle, le live se passe extrêmement bien. C'est complètement fou. Il y a une crise Depuis nationale. ouais, le retour du Covid. C'est de la folie. Plus personne n'a de pognon. Le poker, tout est plein tous les week-ends. Online, ça commence à descendre. Les price pools commencent à baisser. Est-ce que vous le voyez? Alors là, toi, peut-être pas en trop en Alors, cash moi, je suis game. joueur de cash game, donc ça va être difficile, mais toi, tu dois le voir en tournoi, je pense. Qu'est-ce que ça dit, monsieur? Ouais, je pense que il y a 2 phénomènes. Tu parles des price pools qui baissent. Alors, c'est en semaine, sur les jours justement un petit peu random où il se passe rien. Pendant les séries, etc., il va y avoir de très belles tables et je pense des gros price pools. Et on va Oui, mais il retrouver paraît ce que phénomène. Même les séries, c'est un peu moins famous que. Ouais. Bon, ça, j'ai pas forcément remarqué. Après, les rooms aussi font des séries de plus en plus tout le temps, du coup. Oui, Parce que ça, c'était c'est- tellement ça, c'est important vrai. que, du coup, que ce soit sur Wina, sur PS, sur PMU, t'as des séries quasiment tout le temps. Mais du coup, il y a quand même ces périodes où les joueurs viennent jouer, peut-être moins de joueurs réguliers. Et ce qu'on discutait avant, c'est le niveau des joueurs augmente. Je pense qu'il y a eu ce boom-là post-Covid et on voit pas mal de joueurs qui ont commencé à jouer au poker en 2019, 2020, qui étaient récréatifs, qui
qui ont kiffé ça et qui aujourd'hui sont plutôt bons. Donc le niveau sur les tables est difficile et pour avoir fait quelques recherches sur ce qu'on pouvait gagner sur les tournois online, c'est vrai que ça se resserre, quoi. C'est pas évident de tirer un edge sur les joueurs et sur le rec qui est pris par les rooms, d'autant plus en tant que joueur professionnel. On rappelle quand même que c'est un jeu de hasard qui est taxé comme un jeu de hasard, mais si tu bats le hasard, tu dois te déclarer en tant que professionnel et donc payer effectivement des charges, etc. Donc c'est vrai que je pense que c'est pas évident. Ça me presse de voir ce qui va être. Ça devient moins intéressant d'être joueur. Je pense que sur le long terme, ça va être très dur de gagner des sous. Je vais te faire une discussion qu'on a eue avec Alex justement. Ouais. Et il me disait des joueurs qui gagnent 30 000 euros par mois, quand même c'est compliqué un joueur de poker parce que il a pas de sécurité. 30 000 euros par an, pardon. Ouais. Mais je lui dis, gagner 30 000 euros par an au poker, c'est bien. Enfin, faut quand même comprendre qu'on joue un jeu de cartes et quelqu'un qui gagne 30 000 euros, c'est déjà excellent. Je sais pas quel pourcentage de joueurs gagnent 30 000 euros par an au poker. Est-ce que c'est beaucoup d'être professionnel pour 30 000 euros par an? C'est surtout ça aussi, tu vois. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Mais du coup, je pense que ça sera de plus en plus en rare. France. Normalement, ça vaut jamais le coup. Moi, j'avais discuté un jour de ça, excuse-moi, parenthèse, avec l'ancien team pro, Guillaume Diaz. Guillaume Diaz, il disait, je vois pas comment, j'espère que je me trompe pas, Guillaume, dans le chiffre que tu me dis, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Il estimait qu'à moins de 6 000 euros net par mois, ça n'avait aucun intérêt, et hors France, lui, il était, hors France, ça n'avait aucun intérêt de ne pas être joueur de poker, puisque ça n'avait aucun intérêt d'être joueur de poker, puisque entre ce que tu payais pour ta sécurité sociale, ce que tu payais pour ta retraite, de toute manière qu'on te le prenne en France comme un impôt ou que tu te la fasses toi-même privé, dans tous les cas, c'est de l'argent qu'on t'enlève. Il estimait qu'à moins de 6 000 euros par mois, ça n'avait pas le coup pour tous les risques que les gens prenaient, quoi. Ouais. Ce que je peux entendre. Du coup, je pense que pour gagner de l'argent, il va falloir trimer, c'est-à-dire être très très fort, un peu comme un modèle aux échecs. C'est-à-dire que les meilleurs vont gagner de l'argent et faire du volume, faire jouer beaucoup, quoi. C'est-à-dire que ça sera moins facile qu'avant. Et par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, en live, on voit beaucoup de joueurs aussi qui s'amusent pas online, mais par contre qui s'éclatent sur les tables. Donc, il y a une autre population de gens qui gagnent très bien leur vie, je pense, dans leur boulot, etc., qui viennent s'amuser sur 1 000 euros, 2 000 euros en live. Et du coup, c'est vrai que ça plaît plus aux gens. Ouais, après, tu vois quand même le pétage de câble dans lequel on est arrivé. C'est-à-dire, les mecs, on dit, ils s'amusent sur 2 000 euros. Ouais, c'est fou. Moi, tu sais, je me fais toujours cette réflexion. Là, je suis à l'EPT, quand tu vois le field, je sais pas, il y avait plus de 1000 joueurs qui ont mis 5 000 euros sur un tournoi de poker. Quand je suis à table, je me dis, mais c'est qui? Qui j'ai en face de moi? Parce que on pourrait croire que c'est que des pros. Qui sont ces gens qui ont autant de pognon? Et en fait, je crois que j'ai demandé à des couvreurs quel était le pourcentage de joueurs pro. Il y avait 40% de joueurs pro, selon eux. Donc, tu as 60% de joueurs récréatifs qui viennent mettre 5 000 euros. Bon, après, tu peux supposer qu'il y a beaucoup de qualifiés quand même, etc. Mais bon. Ouais, c'est quand même beaucoup. Donc, du coup, voilà. Toi, le cash game, plus facile en ce moment, moins facile? Le souci actuel, je dirais, le volume qui commence à diminuer sur les tables. Chaque fin de mois, c'est plus difficile de trouver des joueurs amateurs. Sachant que toi, t'es en NL combien, toi, là? Tu joues jusqu'à combien, max? Jusqu'à la 2000. Jusqu'à la 2000, ok, ouais. Ah oui, il doit y plus y avoir grand monde sur la 2000, en fait. Sur la 2000, non. Bon, les limites inférieures, ça tourne un peu plus, forcément. Ouais. Mais ouais, il y a certaines périodes du mois aussi plus compliquées. Bon, là, on est en mois de décembre, c'est surtout agréable. Ouais. Mais ouais, janvier aussi, ça doit être la teuf, non? Décembre, janvier, c'est merveilleux. Oui, normal. Mais comme il disait, pour compenser ça, il faut envoyer plus de volume et aller chercher un aide supplémentaire, travailler son jeu plus que les autres, parce que ouais, le pool a vachement progressé, c'est une réalité. Même les joueurs amateurs comprennent mieux le jeu qu'avant. J'ai l'impression que ça va devenir un vrai problème dans le poker. Je l'ai souvent dit, je voudrais votre avis à tous les deux, c'est que je pense que ça va être un problème dans deux cas. Ça va être un problème pour le joueur qui arrive et ça va être un problème pour le joueur qui est là depuis longtemps. Le niveau monte tellement, de base, je parle du niveau de base, monte déjà tellement que ça devient très dur pour quelqu'un qui se met au poker de kiffer, parce qu'il lui faut déjà tellement de notions très rapidement, ce qui il y a 10 ans n'était pas le cas. Il y a 10 ans, un 3 bêtes, papy te le disait pas. Aujourd'hui, il te dit, oh, si, que je t'ai 4 bêtes light, qu'est-ce que je t'ai own, quoi, tu vois, tu fais, qu'est-ce qu'il raconte, lui, à 75 ans. Donc le jeu devient de moins en moins accessible, donc de moins en moins attrayant. Ça c'est compensé par les expressos, et c'est bien pour ça que c'est le format où tous les noobs vont jouer. Mais en tout cas, pour ces cash game tournois, ça va devenir de moins en moins accessible pour le grand public. Et deux, le niveau devient tellement difficile que
que tu peux plus gagner, quoi. Je pense que on était surtout dans une niche particulière où il y a des gens qui ne savaient pas jouer et qui venaient dépenser leur argent pour le plaisir. Mais il y a quand même beaucoup de passionnés. Alors, je ne sais pas autour de vous, mais moi, j'ai plein de gens dans mon environnement qui viennent me voir, qui adorent jouer au poker, qui aiment bien mettre 50 balles de temps en temps, etc. Il y a quand même beaucoup de gens qui aiment ce jeu. Et il y a des facilités aussi pour apprendre. On peut apprendre facilement, gratuitement et assez vite. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est important. Et ce que je veux dire par là, c'est quand on dit que le niveau augmente, c'est qu'il est aussi resté très bas. Et je me demande jusqu'à où il peut augmenter. C'est à quel point on peut dominer d'autres joueurs qui sont bons. Tu vois, c'est un peu ça la question. Et pour revenir à ce que tu disais sur un jeu récréatif, l'avantage de ce jeu, c'est qu'il y a quand même, tu regardes la table finale de l'EPT, et plein de joueurs récréatifs. Ouais. Tu es sur un tournoi très relevé, etc. Donc, Oui, mais il y aura toujours ce côté quand Oui, même. mais normalement, c'est plus facile en live de claquer une perf qu'en online. Bref. Moi, tu vois, je réfléchissais aux Quand même élèves. soumis à la variance de tes cartes, quoi. Et- Tu joues pas beaucoup de mains en live, c'est Ouais. aussi une grosse différence, quand même. Ouais, tu vois, sur les élèves, justement, généralement, qui font du coaching, je vois beaucoup de profils comme ça. Il y a beaucoup de joueurs, en fait, qui étaient pas très bons, qui ont fait des perfs à 50K. Ils se sont crus super bons. Ils perdent 20K et ils disent, putain, faut que je me fasse coacher. Et tu récupères, en fait, ces mecs-là qui ont une bankroll, qui ont compris pas mal de choses et qui, maintenant, comprennent que, finalement, ils avaient pas un niveau ouf. Ils ont peut-être chatté comme des cochons. Ils ont chaté comme des cochons, mais ils ont une bankroll, de l'argent, etc. Ils acceptent de se faire coacher et ils ont du temps de vie pour progresser et pour devenir bons. C'est souvent les profils qu'on retrouve. Donc, c'est l'avantage. Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est justement, c'est un kiff. Tu sais, j'ai des gens autour de moi, notamment mon frère qui m'a dit récemment, moi, c'est une passion de jouer au poker. J'ai envie de jouer au poker. Donc, je prends mon pied à ça. Donc, je pense qu'il y aura toujours des gens qui voudront s'amuser. Et il y a le défi. C'est-à-dire aussi que tu as beaucoup de personnes qui voient le poker comme un jeu intellectuel et comme un défi, tu vois, de se battre contre des pros, contre d'autres joueurs, etc. Un peu comme aux échecs, on va retrouver un petit peu ce format-là. Et donc, du coup, une certaine excitation à jouer, à progresser, etc. Donc, je pense que ce sera juste à nous de toujours continuer à travailler. Ça va devenir un sport élitiste, en fait, plus qu'avant. Où on pouvait gagner de l'argent en s'amusant. On avait beaucoup de gens qui travaillaient jamais leur jeu, qui n'avaient jamais ouvert un solver, etc. Je pense que maintenant, pour gagner, il faudra juste travailler, quoi. Il faudra être plus précis, quoi. Je suis assez d'accord. Par contre, je me demande si la population va pas de plus en plus être amenée à aller vers le live, quoi, tout simplement. Et autant que les joueurs amateurs comme professionnels. Même les chiffres parlent pas mal depuis la fin du Covid. Il y a de plus en plus de monde qui vont jouer un tournoi, un FPO, un DSO, etc. Et même si, comme tu dis, les séries online sont beaucoup plus présentes en tournoi, plus souvent. Mais est-ce que les gens préfèrent pas aller chercher un trophée en live, quoi, tout simplement. Et Ouais. Je crois qu'on préfère tous aller chercher des trophées en ligne. Ouais. Moi, t'imagines que je pense que je dois jouer 2 fois par an online aujourd'hui. Ouais. Depuis des années. Et c'est pour ouvrir des tables de cash en nomade. moi, je joue jamais en tournoi online quasiment. Et alors, J'en en live, je kiffe ça, faisais, quoi. j'en faisais il y a 2-3 ans parce que je voulais absolument, j'ai jamais gagné un series de ma vie. Enfin, pas un series, parce que j'ai pas de compte sur Winam, mais j'avais jamais gagné un tournoi pendant des series, quoi. Ok. Et je m'étais chauffé, je voulais gagner enfin un series sur PMU. Ok. Donc, j'avais joué tous les tableaux, enfin, tous les tournois Omaha, jusqu'à enfin en gagner un. Putain, quand je l'ai gagné, j'étais hyper content. Ils m'ont dit non, mais cette année, on n'envoie pas de trophée, j'étais dégoûté. Je dis, ouais, vas-y, c'est bon, j'arrête de jouer les séries. Ouais. C'est les trophées qu'on veut. Après, la problématique de ça, on s'est posé la question là, à l'EPT, c'est est-ce qu'on peut vivre du poker live ? Mais non, Et impossible. est-ce que les joueurs qui réussissent en live font partie des chanceux ? C'est un peu la question qu'on se pose. Courbe- Et c'est très courbe de dur. gosse. Tu connais la courbe de gosse? Tu sais, c'est la courbe qui fait la moyenne de tout. Donc, tu sais, c'est très, 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 très bas. D'un coup, t'as une énorme montée, un énorme plateau, et ça redescend très, très, très bas. Et c'est la courbe de chance, quoi, grosso modo. Et évidemment, la moyenne fait que ça va être 50-50. Et puis, tout en bas, dans cette infini décimale, t'as quelques joueurs qui, 90% du temps, rentrent leur conflip en live, quoi. Ouais. Et surtout en termes de volume, j'avais le débat. J'ai partagé une story sur Insta où je disais que la variance en live était importante. J'ai un joueur qui me renvoie, bon, moi j'ai l'impression que c'est online que la variance est plus forte. Et du coup, j'ai non, c'est pas possible, parce qu'online, tu vois, tu vas faire 4000, 5000, 10 000 tournois par an.
En live, si tu fais 100 tournois par an, c'est que déjà t'as Oula, c'est pas mal. c'est le bout du Ah. monde. Si t'en fais 50, c'est bien déjà. Ouais. Bah, après, pour un joueur pro, tu vois, enfin, je veux dire, Le truc, c'est ça qu'en va live, vite en en faire général, ça. c'est que la proportion de joueurs Mais t'en fais amateurs ça parce que t'en fais 60 à Vegas. Quoi. la proportion de Oui, joueurs bah, amateurs est c'est plus ça. importante, donc ton edge est plus développé, quoi. c'est plus développé. Mais quand tu fais 100 tournois Ouais, sur 10 c'est ans, ça que- allez, tu vas en faire 1500 tournois sur 10 ans. Oui, c'est Bah, en fait, c'est tu une peux semaine, très quoi. bien ne jamais gagner un tournoi. Tu vois, moi, je me dis, et c'est un peu un truc, c'est que j'ai eu la chance de gagner un tournoi au Nessian, de faire une belle perf. T'as les chances de gagner un très beau tournoi. Un beau tournoi, ouais. Et un beau trophée, en plus. Il y avait, je sais plus de 1000 joueurs. Je me dis, ça me réarrivera peut-être jamais, ne serait-ce que par la chance. Donc ça, c'est aussi particulier le poker live par rapport à ça. Mais par contre, c'est intéressant pour le joueur récréatif qui, lui, peut se battre contre des pros, s'amuser Exactement. et a toutes ses chances, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est intéressant. Par contre, il y a un vrai souci, j'allais dire, mais c'est sur les petits buy-in en live, notamment en France, on arrive très souvent à des buy-in en dessous de 1000, 2000 euros, quoi. Et Ils battent les frais en live, c'est ça qui est compliqué, en fait. Bah, Pour tu un joueur peux- professionnel, tu peux c'est- pas. En tournoi, c'est compliqué. Ouais, tu peux pas. Tu joues Tu fais une un- semaine de déplacement, ça te coûte 500 balles, 1000 balles la semaine, et tu vas buy-in pour 2, 3, 4000, quoi. Ah ben, et on top, il y a 8000 à gagner. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que toutes les 3 semaines, si tu fais pas premier, tu perds de l'argent. Pas possible ça, mais ça on le sait. C'est pour ça qu'il faut aller jouer. Pour ça que les pros, ils vont jouer un peu le DSO, un peu le FPO, les bagues, WSOP, et puis. Oui, c'est Vegas, les et EPT. puis c'est enfin, Vegas et les EPT après quoi. Sinon tu peux pas. parce que tu vois, là, sur un EPT, par exemple, on buy entre 20 et 30 000 euros. Ouais, Donc ça commence à être intéressant. J'ai T'as calculé. rien foutu en plus. Comment ça, À j'ai rien foutu l'EPT. Ouais, j'ai fait 2 places payées, Oh. quand même. Ouais. Et tu vois, sur le high roller, Je sens il y que avait quand même 500K à la gagne. Donc, je sens que les stackers étaient pas contents, c'est ça. Ah non, ça va. Ça va, ça s'est pas trop mal passé quand même. Bon. Deuxième problème du online, les gars. L'IA, là. Elle va vous buter. Elle va vous buter, l'IA. Ça fait 5 ans ou 6 ans ou 7 ans qu'il y a des faux comptes déjà avec des, comment on appelle ça, des bots. Alors, moi en MTT, j'ai pas trop peur. En MTT, j'ai pas trop peur. Pourquoi ? Parce qu'il y a des situations tellement différentes que l'IA, elle sait pas encore faire. Elle commence, mais Bon, c'est enfin, quand même l'IA sait compliqué. pas encore faire. L'IA, depuis 2 semaines, elle sait faire des films de 1 heure hyper bien fait en Alors, racontant une je histoire. je sais pas jusqu'à où ils ont développé les outils d'assistance in-game, Voilà, etc. apparemment- Mais non, mais apparemment, c'est une folie. Après, même une IA surdéveloppée battra pas le hasard de la part de hasard qui est inhérente au tournoi, là, enfin, au tournoi online. en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la discipline du tournoi est hyper complexe parce qu'il y a les KO, il y a les mystéries, t'as l'ICM. Donc, si tu joues 50% feed left ou 25% feed left ou Il y a TF, trop de paramètres. en fait, il y a des C'est ça. paramètres incroyables. Enfin, c'est extrêmement difficile. Quand moi, je coach un élève en MTT et que je lui explique tout ce qu'il y a à bosser, généralement, il fait demi-tour, il s'en va, quoi. Parce que c'est compliqué, quoi. Il y a beaucoup de choses à bosser. Donc, l'IA, à quel point elle est forte. Aujourd'hui, sur GT Wizard, on peut solver un spot. Chaque spot peut être solvé. Mais après, in-game, est-ce qu'ils arrivent à jouer avec une intelligence artificielle en MTT ? Je sais pas. Enfin, pour l'instant, j'ai pas trop peur par rapport à ça. Ok. Cash game? Cash game, c'est. Enfin, je passe de plus en plus ma vie à report des joueurs pour suspicion, en fait. T'as de plus en plus l'impression de te faire niquer? Me faire niquer, en tout cas, j'ai mis des doutes sur certains joueurs. Tous les ans, bah, il y a des joueurs que je reporte et même d'autres joueurs en report. J'ai eu un ami qui s'est fait contrôler pour vérification, etc. Il a dû se filmer en train de jouer, ça arrive. Et oui, ouais, c'est un problème parce que les aides à décision, bah, ça peut flinguer, entre guillemets, pas le pool, mais pas mal de joueurs. Mais toi, par exemple, ta sensation, c'est, il y a combien parce que moi, on m'a Ouais. sorti des chiffres, des fois, Je pourrais pas te dire après les chiffres. non, mais toi, ton ressenti, c'est, il y a 1% de bots, 10% de bots qui traînent dans vos parties? Ouais, 5-10%, je dirais. C'est pas un chiffre. Ça influence ton gain annuel, mais de façon très faible, en fait. D'accord. Non, C'est ça pas- influence quand même, quoi. Tu gagneras toujours de l'argent quoi qu'il arrive online. Si il y a des joueurs, un joueur gagnant, en tout cas, tu gagneras toujours ton argent. Mais oui, ça croque un petit bout dans la part du gâteau, quoi. Mais ça reste viable quand même. Ok. Toi, Lia,
T'es confiant. Ouais, Après, en MTT, c'est quand même beaucoup plus. C'est surtout difficile. la sensation, le côté mental de se dire, bah, il y a un joueur qui potentiellement triche. Est-ce que j'ai envie de rester à sa table? Est-ce que j'ai envie de continuer de jouer? C'est ça qui est faussant, quoi. Et puis, les rooms, des fois, font pas assez leur travail, je pense, parce que il y a des joueurs qui ont été suspectés et bannis de certaines rooms, et les autres rooms mettent du temps avant d'agir, en fait. J'ai un joueur qui a été banni, par exemple, l'an dernier. Il a été banni de 2 rooms du .com, et avant d'être banni sur Winamax, il a mis plus d'1 an, quoi. Ouais. Et ça, c'est juste incroyable. Tous les joueurs Après, le reportent. Il y a des HH, il y a il y a plein de mains qui sont jouées contre ce joueur-là. Et le mec a mis plus d'1 an et s'est gavé entre temps, quoi, tout simplement. On connaît plein d'histoires de triche live où les joueurs sont toujours là. Hein. Bien sûr. Et pas des histoires d'il y a 15 ans, des histoires d'il y a 2, Ouais. 3, 4 ans et les joueurs ils sont encore là alors que tout le monde sait qu'ils trichent. Hein. Triche, collisionne ou ce que Bien tu sûr. veux, quoi. Tu vois, c'est pas non plus. Oui, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Après, tu vois, on avait un truc en MTT, un streamer alors, qui a réussi, qui a fait l'exploit de jouer en stream avec GT Wizard sans être au courant que c'était interdit. Mais non. Si, c'est pas mal. En Donc, MTT? ouais, en MTT, Ok. sauf que l'héros, excusez-moi du terme, était en train de jouer une situation qui était genre PKO ICM, 25% fee left, et il était en train de regarder des ranges normales en CEV, tu vois. Donc Ouais. ça avait rien à voir, tu vois. Et du coup, tu vois, il jouait, c'est là où j'ai pas trop peur de GT Wizard, etc. aujourd'hui, c'est que Ils savent pas s'en servir, de toute façon. ouais, ils savent pas s'en servir, ou en tout cas, ils vont mal l'utiliser, ils vont faire des déviations qui sont pas forcément pertinentes, quoi. C'est pas évident, c'est quand même un jeu très technique. C'est très drôle. Après, Le mec savait pas. Ouais, apparemment. L'histoire dit qu'il savait Ça, c'est pas. l'excuse. Mais ceci dit, il streamait. Attends. Il streamait avec GT Wizard C'est dessus. comme donc, jouer aux échecs, t'as ton collègue juste derrière, Non, t'as mais les réponses, quoi. non, mais attends, déconne pas. Nous, notre ça, il y a quelques années, il y avait une histoire comme ça où le mec avait ses ranges pas loin, je sais pas quoi, pendant que ça jouait. Il y avait une affaire alors qu'il n'y avait pas d'affaire. Tu te rappelles de ça? Ouais, ça me parle. Mais je crois que c'était une photo qui avait été prise où le mec avait son ordi portable ouvert sur GT Wizard. Ouais. Ouais, Mais je crois qu'il jouait pas avec. Non, il jouait pas. C'était ça le truc, c'est juste que le mec qui ferme pas ses fenêtres ou quoi. Voilà, T'as tout le monde. Enfin bon. Oui, juste il a ses ranges. Oui, voilà, évidemment, les 15 mêmes, toujours dans les forums. Mais il y a tricheurs, bon, qui comprennent rien, ça, on s'en fout. Mais Après, faut c'est faire sûr. attention. Après, c'est sûr que, comme tu disais, c'est des joueurs contre qui on va gagner moins d'argent. Forcément, ils vont mieux jouer, faire moins d'erreurs que s'ils n'avaient pas l'outil. Mais bon, de toute façon, après, c'est au room de faire leur taf et c'est à nous d'être le plus fort possible. Moi, je vois comme ça. Et puis, on verra ce qui se passera. C'est quoi être riche? Ah, c'est rigolo que tu poses cette question parce que j'y ai réfléchi avec Elon Musk, justement. Alors, vas-y. Pour moi, être riche, alors, c'est toujours pareil, c'est la belle parole, mais c'est pas une question d'argent, quoi. Ah non, mec, il va nous faire. Non, mais. Et voilà. Non, mais mec, je vais mettre un portrait de Mélenchon à côté de toi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu parles financièrement, du coup. Je parle pour vous, c'est quoi être riche? Ouais, pour moi, c'est justement. Ça peut prendre des formes. Je plaisante voilà. un peu quand je dis ça. Ouais, pour moi, c'est vraiment les valeurs que tu vas développer, l'attitude. Ah oui, donc là, non, là, lui, il est vraiment. Ah non, oui, lui, je suis il est vraiment dedans. Ouais, je suis vraiment non, dedans. Là, il est en rouge. Il est communiste. Ouais. Là, C'est la priorité, quoi. En tout cas, pour non, mais moi. comment tu peux me sentir ça alors que tu fais un des pires boulots au monde Ben justement, pour, tu sais qu'en tant qu'infirmier, ça a été une crise que j'ai eue. C'est-à-dire que j'ai quitté un boulot où je m'occupais des gens pour être joueur de poker. Ouais, Et en fait- oui, j'avoue que t'as fait un grand Et écart. en fait, au bout de 6 mois, 1 an, j'ai une grosse crise existentielle en me disant, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le sens, en fait, à tout ça? Enfin, tu sais, on parle de la planète, de sauver la planète, de l'écologie, tout ça, et toi, Et toi, tu prends des grands billets d'avion pour aller à Vegas, tu bâtard. prends des billets d'avion pour aller à Vegas, tu profites mine de rien de l'addiction parce que la plupart des gens qui perdent de l'argent, il y a l'addiction, tout ce qui va être l'alcool, etc. Donc, et du coup, justement, j'ai transformé un peu tout ça par le fait d'être passionné, de prendre des risques et de transmettre ces choses-là. Donc, être riche, pour moi, c'est justement être quelqu'un avec qui tu as envie de passer du temps, qui va vivre des expériences, avec qui tu peux discuter, etc. Et qui a des idées, qui a des projets, qui avance, quoi. Quelqu'un qui avance, tout simplement. Après, financièrement, j'ai toujours dit, je préfère être smicard heureux que milliardaire malheureux. Non, parce que c'est ce qu'on voit. mais Et non, mais... c'est ça. Mais non, oui. mais c'est des poncifs, ça, frère. Non, mais attends. J'ai vu trop de gens qui avaient beaucoup d'argent et qui en souffraient. C'est-à-dire qui étaient malheureux, tu vois ce que je veux dire? J'ai vu plein de gens être richissimes, être extrêmement heureux. Par contre, je peux te dire que moi, entre le nombre de gens que j'ai vus heureux, riches, et le nombre de gens que j'ai vus heureux,
pauvres, il y a beaucoup plus de gens heureux, riches. T'as galéré dans ta vie ou pas? C'est pas un concours de tub, hein, c'est vraiment, est-ce que t'as galéré ou est-ce que ça a été fluide? J'ai pas la sensation d'avoir particulièrement galéré. Ouais, bon. Après, je travaillais les week-ends quand je faisais mes études, etc. Oui, d'accord, Tu vois, ça, le truc classique, quoi, mais- tu t'es donné, je veux dire, mais t'as pas été dans la S complète. Moi, c'est pas pour faire ma pleureuse, on s'en fout, hein. Mais moi, je peux te dire que quand j'ai monté mes boîtes, il y en a où c'est très bien passé, il y en a où c'est mal passé. Il y a eu quelques années où moi, j'ai dormi dans un 40 mètres carrés par terre sur un matelas. D'accord? Parce qu'on réinjectait tout l'argent qu'on gagnait de la société pour acheter du matos, etc. On se versait même pas, on n'avait pas droit au RSA, à rien. On vivait avec 400 balles par mois en se coupant des kebabs à 3, tu vois. Avec Sophie, mon associé, et avec Sab qui était déjà avec nous. Bon, entre ça et le jour où je me suis versé mon premier salaire à 5 chiffres, écoute, franchement, je peux te dire que mon taux de bonheur était plus. Ce qui veut pas mais c'est dire, ça ce qui est qui veut pas intéressant. dire que j'étais malheureux quand j'étais dans la S, d'accord? Oui. Parce qu'on était sur un chemin, on était sur une aventure, etc. Et ben voilà, c'est ça. Mais la réalité, c'est que il y a un moment donné quand ça se concrétise et que tu commences à avoir de l'argent et que tu peux arrêter des choses simples, juste aller faire tes courses et tu comptes pas. Ouais, mais c'est justement Tu vois, moi, cette la démarche, c'est ça qui est richesse, intéressant, elle arrive vers là. C'est quand Ouais. tu commences à faire des choses simples. Pas aller t'acheter un jet ski, un jet privé, je veux dire, on s'en branle Oui, de ça. oui, c'est ça. Mais déjà, tu vas faire Pas tes compter courses, tous les jours, quoi. Augmenter ton confort de vie, quoi, de façon. augmenter ton confort de vie sur l'essentiel. Voilà. Moi, l'essentiel, c'est, tu veux t'acheter un bon pieu, peu importe, moi, voilà, nous, quand on a acheté la maison, on s'est acheté un 2 mètres sur 2 mètres, parce que je voulais un grand lit, parce que je suis gros. Bon, ben, ça coûte une balle, on se fait plaisir. Tu fais des courses, alors que, franchement, on est tous d'accord pour dire que tout le monde a pété un plomb sur les prix, tu vois. T'achètes 2 steaks hachés, ça fait 68 €, tu fais, attendez, je comprends pas. Mais tant pis, tu regardes pas. C'est ça la je suis d'accord richesse avec pour toi, moi, voilà. Et je m'en branle d'être milliardaire. Mais tu Mais vois, je pense que la S, ben... Ouais, mais ton bonheur vient aussi de ce que t'as fait avant. Tu vois, cette étape, elle était importante. Si t'avais réussi de suite, t'aurais peut-être pas connu justement Ça, c'est vrai. ce goût, Mais ce goût de la réussite. Mais il quoi. faut que ça se passe bien à la fin. Et il faut que ça Parce se que passe bien. tu vois, moi, les 2 dernières années où c'était la S avant que ça pète, donc c'est là, je te dis, ça a duré bien Ouais, 5 là, ans. Surtout la dernière année, la 5e année, où en plus tous tes potes, eux, ont fait des choix de carrière, on va dire souvent plus classiques. Donc commencent à avoir, et t'es pas jaloux, hein, moi j'étais très heureux pour eux, mais ils commencent à gagner 2000, 2500 Et puis, balles s'ils ont des bons tu remets en postes. question tes 3000 balles et décisions. tu te dis enculé, putain, j'arrive même pas à me faire 500 € par mois, je réinjecte tout dans la boîte, etc. Sophie, c'était pareil. Faut se serrer les dents, hein. Ouais. Non, mais bien sûr, il y a une limite, mais en tout cas, je te rejoins sur le fait de pouvoir s'offrir les besoins sans compter et juste pas avoir cette pression aussi, comme tu disais tout à l'heure, jouer au poker avec la pression financière. Je pense que être riche, c'est lever ça, se dire que je peux jouer, je peux perdre, c'est pas grave. Je dirais Parce ça que comme ça. je comprends ce que tu veux dire, hein, quand tu dis on est riche d'amour, c'est sûr que si t'es riche mais que t'es tout seul ou que tout le monde voit que par ton pognon, etc., ça doit être affreux. Je dis juste que Ouais, quand on te dit l'argent fait pas de bonheur mais il y contribue, oui, vraiment. Ouais. Alors, je suis d'accord avec ça, mais du coup, j'ai quand même vu parallèlement beaucoup de gens riches qui sont complètement dépressifs et Ah malheureux. mais évidemment. Et donc, c'est pour ça que quand on parle d'argent, j'ai quand même ce truc, c'est qu'en France, c'est la course à l'argent. Et quand t'as de l'argent, t'as Putain, mais stigmatisé, mec, etc. moi j'ai l'impression qu'on est le pays le plus communiste du monde. Oui, mais c'est justement- Personne peut dire. Oui, je suis d'accord. Je me suis mal exprimé. Ouais, mais voilà, parce quand que tu je veux dire, gagnes de t'as une l'argent, table, si tu veux, t'es- t'es stigmatisé de suite. Tu vois, t'es Mais pas c'est un ce que je te exemple. dis, c'est une ça. catastrophe. Et donc, du coup, on regarde Ce qui est que pas ce normal. critère, tu vois, de l'argent, etc. Et on en oublie qui on est. Tu vois, justement, et ce qu'on fait. Tu sais que toutes les années où j'ai galéré, tout le monde me disait, ah putain, dur, hein, ça galère, c'est chaud et tout, ouais. Mais quand j'ai réussi, personne m'a demandé ce que j'avais fait pour réussir. Tout le monde m'a dit, oh putain, ça va, à l'aise maintenant. Chanceux. Et tu ouais, chanceux, à l'aise, ça va, ça joue, hein. Et tu Ouais, c'est ça. regardes, tu dis, mais vous foutez de ma gueule, bande de, tu vois. Ouais. Et bizarrement, ceux qui eux t'ont tendu la main, t'ont aidé. Moi, les entreprises, les marques, PMU, tout ce que tu veux, etc. Eux, ils savent d'où tu viens parce qu'ils t'ont accompagné dans la galère pour t'aider à monter, etc. Mais les gens autour de toi. Alors que moi, putain, quand je voyais des mecs réussir, le premier truc que je leur disais, je disais, mec, explique-moi, s'il te plaît. Ouais. Explique-moi comment t'as fait, je veux comprendre, je veux apprendre, quoi. Mais en France, je sais plus qui disait ça. Mais qui disait que l'argent en France était toujours un problème. Ah, pff, C'est un problème.
Donc c'est pour ça que tu lances une question philosophique finalement sur l'argent, quoi. Bon, t'as pas répondu, toi, encore. J'ai pas répondu, mais en fait, c'est surtout la notion de retour à la réalité entre la richesse monétaire et la richesse de qu'est-ce que tu n'avais pas avant, tu vois. Genre, tu parlais de ton confort de vie. Moi, je trouve que c'est ça, quand t'as galéré, ton confort de vie, tu veux l'augmenter sur l'essentiel, quoi. Et bah, c'est aussi allouer ton temps, ton argent, allouer ton temps à faire d'autres choses qui peuvent être peut-être plus importantes, quoi. Profiter de tes proches, profiter d'aller faire du sport, etc. Pour moi aussi, c'est un confort, un bonheur, et la richesse, ça vient par là aussi. Tu parles bien. Vous avez une somme. Alors, toi, tu as un peu répondu, mais quand même, est-ce que vous avez une somme, un chiffre où tu te dis, je peux arrêter là, j'ai coffré, c'est bon. J'ai un peu répondu. Non, toi, tu as répondu au fait que l'argent, c'est l'aventure, le chemin était plus important pour toi que l'argent. Mais est-ce qu'à un moment, il y a un chiffre, il y a une somme où tu te dis, là, c'est bon, j'ai peut-être coffré suffisamment, on va peut-être s'arrêter là. Alors, déjà, je sais pas le mythe, parce que quand tu parles de ça, souvent les gens pensent qu'on est blindé de thunes. Alors, je sais pas ce que sont les autres joueurs de poker, mais... Oui, et puis c'est toujours pareil, ça veut dire quoi, blindé de thunes? Moi, pour être franc, je me suis toujours sorti 1 500 € par mois en tant que joueur de poker. Et aujourd'hui, je me sors 1 750. Donc, tout ce que je gagne en plus... C'est un mensonge. Non, c'est pas vrai. Après, j'ai des bénéfices société. Voilà. Et après, il se sort 250 000 € de bénéfices société par an. Il est incroyable. C'est pas vrai. Il est incroyable. Non, justement, c'est pas vrai. Après, ce que je fais, c'est que ma bankroll augmente. Mais du coup, j'ai des impôts sociétés, etc. dessus. Mais c'est de l'argent que je vais investir sur partir en live. Quand tu vas jouer un EPT, que tu vas mettre 20 000 ou 30 000 € de buy-in, vaut mieux avoir une espèce de profondeur, mais que tu peux perdre aussi. C'est-à-dire que je suis pas en train de coffrer de l'argent, du coup, mais c'est plus t'augmentes. Ton entreprise, on est entrepreneur en tant que joueur de poker, ton entreprise augmente et du coup, tu prends de plus grands risques. Mais finalement, on verra à la fin ce qui restera, quoi. Ouais, à la fin, quand tu vas prendre ta retraite, au final, tu te diras, il te restera tant sur ta bankroll que tu pourras retirer. Pas, tu vois, on verra bien ce qui se passera. Tu vois, on va voir comment ça se passe, on verra comment ça se passe. Mais du coup, je me suis jamais posé cette question-là. Aujourd'hui, le but, c'est de continuer à avancer, quoi. Moi, mon but, au tout départ, ça a toujours été genre... parce que c'était un peu mon petit rêve, quoi. C'était d'avoir ma maison, tu vois. Ouais. Et au fur et à mesure, c'était, dans un premier temps, payer ma baraque. Et je me dis, ça va être la fin du jeu, quoi. Et toi, t'as fait comment? Tu t'as payé cash ta partie? Non, t'as réussi à faire un crédit. J'ai réussi à faire un crédit grâce à madame, quand voilà. même. Mais sachez que c'est beau. C'est le seul joueur de l'histoire qui a fait un crédit. Exactement. Et du coup, ouais, ça serait payer ma baraque. Et en fait, quand tu te réfléchis un petit peu à ce qui en est en France, quoi, ce qui est compliqué, c'est comment est le système derrière. Est-ce que tu vas gagner ta vie quand tu vas arrêter le jeu, le poker, quoi, ton entreprise? Est-ce que tu vas toucher une retraite, etc. Donc c'est aussi, j'ai réfléchi à ça, tu vois. Et qu'est-ce qu'il en devient derrière? Est-ce que j'aurais assez de moyens pour subvenir à mes moyens? Donc je réfléchissais plutôt à ce genre de somme-là, quoi. Ok. Donc j'ai pas vraiment de somme. Oui, t'as pas de chiffre, t'as un but. Voilà, c'est plus un but. Et le reste, ça reviendra qui reviendra. Ouais. Après, je pensais à un truc quand tu parlais. Moi, j'ai plus cette vision-là, comme disait Franck, qui est avec nous à Vegas. Je suis d'accord avec lui. Moi, j'ai l'impression que je n'arrêterai pas de travailler. Il lui disait, mais quand je serai à la retraite, j'ouvrirai une cave à vin. Il a passé un diplôme d'œnologie et ça m'empêchera pas de bosser 2, 3, 4 jours par semaine dans ma cave à vin. Moi, j'ai pas le but de dire j'ai monté tant et j'arrête. Il y a beaucoup de joueurs de poker qui pensent ça. Non, mais tu peux. Moi, je dis tu montes tant et t'arrêtes. C'est au poker. Ouais, mais après, voilà, moi, ce serait plus. Pas forcément arrêter ta carrière. En tout cas, voilà, monter d'autres projets, etc. Ça, j'aimerais bien réussir à monter un jour un projet qui soit utile pour la société. Voilà. On attaque la dernière partie, les amis. Allez. Le coaching. Le coaching, vous êtes tous les deux très bien pour en parler. Toi, tu coaches un peu, Clément. De façon, tempérée, on va dire. Voilà. J'ai eu quelques élèves, mais pas des tonnes. Voilà, mais je sais qu'à chaque fois, tu es bien recommandé. Alors toi, Boris, comme on disait, tu es l'image de notre serre, mais avant même d'avoir été l'image de notre serre, tu as été chez ATM. Tu as été un coach, et tu es un coach renommé et respecté. Et là, je sais même pas si vous êtes 10 en France, sincèrement. Les coachs, ils ont toujours des casseroles au cul.
ils ont des casseroles parce qu'ils n'ont pas été bons, pas assez pédagogiques, ils n'ont pas fait toutes leurs heures. Enfin, j'en ai des centaines d'histoires sur les coachs et je pense vraiment que si vous êtes 10 en France à être respectés, mais même, franchement, vous n'êtes pas 10, vous êtes peut-être 5. Et tu fais partie des 5. Donc c'est quand même bien. Ouais, c'est bien. Alors, je sais pas après à quel point, mais en tout cas, ce que je vois, c'est le but. Je n'ai jamais entendu du mal de toi en tant que coach, ni en tant que joueur. Non mais, mec, tout le monde. J'ai déjà entendu sur tout le monde, même sur des coachs renommés, sur des plateformes renommées. Tu vois ce que je veux te dire? Toi, tu fais vraiment partie des rares gens où tout le monde dit, Boris est fort. Alors, il y a pour parler du coaching, il y a deux trucs importants là. J'y pensais justement récemment. C'est comment savoir si tu as un bon coach ou pas. Tu es et tu as un bon coach. Et moi, la phrase que je me dis, c'est que le bon coach, il t'aide à jouer ton meilleur poker. C'est-à-dire que le but, en tant que coach, c'est d'aider le joueur à jouer son meilleur poker. Et le mauvais coach, il t'apprend à jouer son poker à lui. Tu vois la différence? Et je pense que dans le poker... C'est excellent, ça. C'est très des bonne bonnes phrase. questions. Ouais, et en fait, dans le poker... Merci. Le second qui est un moins bon coach, c'est un mentor. Et je pense que dans le poker, il y a beaucoup de mentors. C'est-à-dire que tu rencontres des mecs qui sont très forts, qui savent jouer au poker et qui transmettent ce qu'ils sont aux élèves. Ça marche très bien. Et c'est du mentoring. Je te transmets ce que je sais. Le coaching, c'est aider l'élève à jouer son meilleur poker, à progresser tout seul, lui donner la méthode, les apprentissages, etc. Donc c'est vrai que déjà ma vision du coaching est celle-là et je pense que dans le poker, elle n'est pas claire. T'as galéré avec notre serre? En tant que coach, galérer? Ouais, trouver des élèves. Parce que là, pour parler un peu clairement aux gens, alors je sais pas si la nouvelle masterclass sera sortie ou pas, ça, je sais pas, ça dépendra de la période, les infos en description, comme dirait l'autre. Mais il y a quand même toute la partie, on va dire, vraiment coaching à la dure, avec toi, avec les groupes que tu formes, il y a aussi d'autres coachs à côté qui t'aident, etc. Il y a plusieurs groupes, mais ouais, on fait évoluer. Ce que je veux dire, c'est que ça marche très bien maintenant, alors que ça a été long à monter ça online. On fait évoluer les choses tous les ans. Moi, j'ai besoin de faire évoluer les choses de toute façon, et puis Alex... Oui, pareil. Oui, puis il donne relativement carte blanche à partir du moment où on a des bonnes idées, etc. Il se la donne. Donc ça, c'est bien. Mais au début, pourquoi? Parce que l'image de notre serre est particulière, quoi. On part avec des joueurs. C'est-à-dire que moi, j'avais beaucoup de demandes de joueurs qui voulaient que je les coach. Quand je leur disais non, je coach plus en indiv, je coach qu'à l'intérieur de notre serre, parce qu'à un moment donné, c'est dur de faire les deux en termes de temps et puis en termes d'éthique, je trouve. C'est-à-dire que quand je coach en indiv, enfin bon, etc. Après, c'est particulier. J'ai envie d'être coach d'une structure et du coup faire le travail que j'ai envie de faire au sein de la structure et du coup ramener mes élèves au sein de cette structure-là pour qu'on fasse du bon travail, parce que qu'on fait du bon boulot. Et en fait, les joueurs, dès qu'on parlait de notre serre, ils disaient non. Déjà, je veux pas aller au Cambodge. J'ai dit non, mais on n'est pas obligé d'aller au Cambodge. Vous n'êtes pas obligé d'aller au Cambodge. Aujourd'hui, il y a plus de centre au Cambodge, donc c'est juste une formation online. Et donc, on fait évoluer les choses. Justement, on a un deuxième coach qui est avec nous, au SIN. On a un coach mental, un manager. Donc, en fait, on fait de l'accompagnement technique, on fait de l'accompagnement mental, on fait de l'accompagnement managérial, entrepreneurial. Mais là, t'as du monde maintenant. Là, on a du monde, mais on a quand même du mal à convertir les gens vers notre serre. C'est-à-dire qu'on voudrait encore recruter des joueurs. Ouais, mais j'ai l'impression que tout le monde a du mal en ce moment, non? Je pense que c'est difficile. On a aussi les joueurs s'orientent aussi. Enfin, il y a beaucoup d'offres, beaucoup d'offres. C'est-à-dire que nous, les joueurs qui viennent vers nous, généralement, je sais pas combien il y a de CFP en France, mais il y a beaucoup d'offres. Chaque joueur en fait qui gagne de l'argent finit par faire du coaching et avoir un CFP, quoi. Je sais pas. Mais CFP, j'en connais au moins 10. CFP, c'est pas rentable. C'est ça que j'ai expliqué Bapor. Alors. Ça, c'est une bonne question. Je vais expliquer quelque chose aux gens. Avant, j'avais des questions de merde, mais là... Non, ça, voilà. Là, c'est enfin... Voilà. Non, mais ça, j'y pensais. Parce qu'en fait, j'explique souvent ça... Enfin, j'en parle avec Alex pour que ça soit clair. C'est-à-dire que... Donc, on vous explique, Alex Bapor-Tarantino, le cofondateur de NetSer, depuis que Romain a quitté ses fonctions il y a maintenant 3 ans, je dirais, c'est la tête, le patron, la tête pensante du bousin. La clé, c'est de trouver un business model qui fasse que la structure gagne bien sa vie, que les coachs gagnent bien leur vie et que les joueurs gagnent bien leur vie. Sauf qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on parle depuis le début, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand tu as un joueur qui gagne 30 000 euros par an, qui donne 20 à 25% de CFP, il va donner 7 000 euros, on va dire. Ouais. Il en reste 23 pour vivre. Sur les 7 000 euros,
il y a un manager, un coach mental, un coach technique, Oui. une entreprise à faire tourner avec des réseaux, etc., etc. Et en fait, personne n'y trouve son compte. C'est-à-dire que les joueurs trouvent qu'ils payent cher, de manière générale, les CFP, Ouais. et la structure gagne pas de sous. Donc en fait, Ou en tout cas, pas assez. pas assez, mais tu vois, Alex se cache pas de dire qu'il s'est jamais pris d'argent de la structure. C'est-à-dire que lui, Il n'a jamais gagné un euro, il n'a Alex, jamais sur gagné sa un boîte. euro. Donc, tu as quand même un patron qui a monté une boîte depuis 2019, je crois, Ouais. et qui a jamais pris un euro, tu vois. Donc, Non, c'est pire que tout même. C'est un mec qui a monté une boîte, qui a réussi à en faire quand même maintenant un joli nom, respecté par l'industrie et tout. Sinon, ils pourraient pas avoir tu vois, là, ils ont annoncé leur deal avec Lexa Poker et PMU Poker pour avoir leur 4 dates, tout leur festival pendant toute l'année. Si t'es pas respecté par l'industrie, tu le fais pas. Alex, il est très respecté aujourd'hui par l'industrie. exactement. Donc, du coup, on va rechercher, du coup, à être respecté par les joueurs. Mais c'est vrai que cette image de Nutser, elle s'améliore aujourd'hui. Donc, on a pas mal de demandes et on a réussi à recruter. Tu crois que Romain a fait du mal? Alors, moi, j'ai toujours apprécié travailler avec Romain en soi, en indiv, donc j'ai pas de souci avec ça. Avec Romain, en tout cas. Par contre, c'est vrai qu'il a une personnalité clivante. Oui, quand je dis fait du mal, c'est pas personnel. Hein, Il a une personnalité clivante qui fait que y a beaucoup de joueurs qui ne le connaissent pas, mais qui ont une image négative et qui va même au fait que il l'insupporte, quoi. Voilà. Romain insupporte certaines personnes de par des interactions qu'il a eues dans des émissions, sur les réseaux, bien etc. sûr, moi j'ai. Et il a fait probablement quelques erreurs de communication à certains moments. Il faut reconnaître à Romain qu'il a toujours eu des prises de position très personnelles, parfois au brousse-poil, parfois avant-gardistes, mais qui s'est jamais caché. Oui, voilà, c'est ça. Ça n'a jamais été de l'eau tiède. Voilà. Et donc, du coup, bon, c'est sûr que cette personnalité clivante qui était l'image de Nutser, Ouais. je veux dire à 100%, c'est-à-dire que les gens qui venaient chez Nutser, c'était des fanatiques de Romain, généralement. Et à partir du moment où il est parti, on s'est retrouvé avec... Il n'y a plus Romain, mais les gens qui aimaient pas Romain, du coup, ils n'aimaient pas Nutser. Et les gens qui aimaient Romain, il n'y a plus Romain, en fait. Oui, et toi, tu deviens la nouvelle figure de pro, mais du coup, les gens, eux, ils t'aiment déjà, toi, séparément. Donc, du coup... c'est compliqué. Ça a été compliqué. Donc là, on est en train de changer un petit peu le modèle. Et je pense qu'on est une des rares structures à proposer du coaching technique, des méthodologies d'apprentissage et des outils. On a Poker Simulator où on fait jouer les élèves entre eux. Ah oui, c'est vrai que vous avez votre propre simulateur. Cards Up, etc. On a aussi des bibliothèques de HH avec quelqu'un qui nous run toutes nos HH. On a d'autres outils, en tout cas, qui sont en route. On ne peut pas tout dévoiler non plus. Et qu'on va utiliser pour aider les élèves à progresser. On a un accompagnement mental avec des débriefings hebdomadaires, des coachings individuels, etc. On a un accompagnement managérial avec... on a des fiches sur Notion. Chaque joueur a sa fiche, des contrats qui sont... signés, validés, transparents, des suivis de bankroll, etc. Et en même temps, on travaille sur le projet de carrière. C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est que quand le joueur il vienne chez Nutser, et c'est un petit peu ce qu'on a travaillé pour 2025, c'est qu'on puisse avoir une team formation où on prend les élèves, on leur apprend les bases. De cette team formation, on sort les meilleurs élèves. Et là, il y a une espèce d'ascenseur où plus ils vont être compétents, plus ils vont avoir de l'ancienneté, plus ils vont faire du volume, un ABIO avec un niveau de compétence élevé, plus ils vont gravir ces échelons et moins ils vont payer parce que forcément ils dégagent plus de V. Donc on peut pas proposer le même coaching à un mec qui gagne 10 000 euros par an en CFP 20%, à un mec qui gagne 100 000 euros par an en CFP 20%. C'est pas normal que t'en aies un qui paye 2 000 et l'autre 20 000, tu vois. Donc plus le joueur sera compétent, moins il paiera. Et l'objectif au bout, chez Nutser, c'est de pouvoir créer un Team Pro Live qui fonctionne et pouvoir aller sur des WSOP, des EPT, du circuit Asie. Oui, repartir, mais avec une nouvelle équipe. Quoi. Une nouvelle équipe. Après, du coup, pour que les gens comprennent aussi chez Nutser, c'est que Alex, il est ouvert à ça, c'est ce qu'il veut pour les joueurs, mais pour qu'on puisse créer ça, il faut gagner de l'argent. Oui, bien sûr. Et pour gagner de l'argent, il faut qu'on ait des résultats. Donc, nous, en tant que coach, on va améliorer notre qualité de coaching. Maintenant, il faut que les joueurs ils adhèrent au projet, qu'on arrive à créer une dynamique d'équipe et qu'il y ait une espèce de nouvelle identité de Nutser qui puisse être créée, quoi. Ok, bon, on a dérivé sur Nutser, ce qui était intéressant. Mais sur le coaching en général, je disais, toi, tu as une super image. Pourquoi tu t'as expliqué un petit peu, toi, ta vision des choses. Pourquoi tu pensais que le coach n'était pas toujours performant vis-à-vis de l'élève dans sa manière d'appréhender le travail ou comment il délivre son savoir. Pourquoi il y a une telle défiance du public vis-à-vis du coaching aujourd'hui? Il y en a eu trop. Défiance, tu dis? Moi j'ai mon avis, c'est normal. Hein. Vas-y.
Aujourd'hui, un joueur de poker Non, gagne. mais dis ce que tu penses. Là. Ah Là, ouais parce que là, je dis ce que je pense. C'est qu'aujourd'hui, un joueur de poker gagne de l'argent, il coach. Donc, t'as un mec qui gagne 150 000 euros. Là, j'ai l'exemple chez Nutser. On a un mec qui a gagné beaucoup d'argent ces derniers temps. Il reçoit des demandes de coaching. Alors que... Pourquoi ? Parce qu'il a gagné beaucoup d'argent. Donc, de là, il va pouvoir coacher. Parce que les gens voient quelqu'un gagner beaucoup d'argent, donc ils veulent du coaching avec lui. Le mec qui a gagné beaucoup d'argent, qui sait qu'il a eu beaucoup de chance et beaucoup de réussite, va se dire, attends, je vais vendre du coaching à tel prix, les gens s'en foutent. Il y a un mec qui a dit, vas-y, à n'importe quel prix, tu me dis ton prix, c'est mon prix, tu vois, genre, tellement il veut du coaching, sauf que le mec est pas coach. Donc, comme tu dis, tu vas prendre du coaching, mais le mec, il sait pas coacher, c'est un boulot de coacher. Moi, quand j'ai commencé à être coach, je me suis renseigné. C'est une pédagogie. Exactement. J'ai cherché à progresser en tant que coach. C'est comment on fait pour coacher quelqu'un, quoi. C'est pas du mentoring, comme je disais. Donc forcément, au bout d'un moment, quand on voit qu'il y a autant de coachs que de pros de poker, quasiment, enfin, j'exagère, mais c'est très rare de voir un pro qui coache pas un élève ou 2 élèves, quoi. Oui, le problème, c'est que ça devient ridicule. Et du coup, ça a perdu sens. Clément ? Ça perd du sens. Après, genre, pas tout le monde est fait pour ça. Le coaching, comme tu disais, pas tout le monde est fait. Moi, quand j'ai coaché, c'est quasiment que des personnes assez proches. Parce que, genre, je me sens pas legit à coacher une personne, me dire, je suis un bon coach, je veux mon taux horaire quand je joue online, alors que c'est pas du tout le cas en tant que coach, quoi. Il y en a qui... je veux dire, genre, je vais pas coacher quelqu'un... je vais pas lui faire payer, genre, 150 balles de l'heure en coaching, alors que j'estime que ce que je vais lui apprendre, un mec qui coach, qui joue des limites inférieures que les miennes, va pouvoir lui apprendre quasiment les mêmes choses pour 40-50 balles de l'heure, quoi. Et c'est dur en plus d'évaluer le prix. Voilà, c'est ça. Évaluer la qualité de ton coach, ce qu'il va t'apporter, c'est ça qui est compliqué aussi. Ah, mais c'est le même boulot que moi avec le conseil. Les gens qui viennent me chercher pour conseil quand je leur annonce les tarifs, ils touchent du sang la plupart. Je dis, mais ils me disent, mais comment on va retrouver l'argent ? Je dis, mais je dis ça justement, si je suis un bon conseiller, vous devriez retrouver même beaucoup plus. Mais il y a des fois où ça se passera mal, même si je vous conseille bien. Comme il y a des fois où vous allez bien coacher l'élève, mais il y a un moment donné, parce qu'il assimile pas, parce que parce que ce que tu veux, et le mec, il se dit à la fin, c'est un tocard, mon coach, je gagne pas. Juste parce que des fois, ils ont pas aussi les compétences intellectuelles, le bon moment pour jouer, quoi. Et puis, alors nous, en MTT, il y a tellement de variances, c'est assez drôle. C'est encore plus terrible, parce que quand en cash game, au moins, ils voient plus vite. C'est particulier, parce que du coup, il y a les élèves qu'on a coachés le jour et qui font la perf le soir, qui sont persuadés qu'il y a un lien avec le coaching du jour. Alors quand... c'est côté psychologique, ça. Ça influence. C'est très vrai, ça. Il y a tellement de variances, du coup, ça n'a aucun impact, genre 0. Et même moi, je vais aller loin. Ce qu'il faut que les joueurs comprennent en tant que joueurs de poker et élèves de poker, c'est qu'après 6 mois de coaching, il s'est passé peu de choses. En fait, il faut comprendre... T'es toujours aussi nul. Mais comme après 6 mois de conseil, c'est souvent passé de choses à un moment donné. Il faut du temps. Pour faire dévier les gens de ce qu'ils sont et les amener vers une ouverture d'esprit, peu importe laquelle, il faut du temps. Exactement. Donc, on va avoir des petites clés. Je sais que j'ai eu des coachings ou même en BB100, un coaching a été une clé parce qu'il y avait un leak grand que tu corriges et que du coup, ça change directement des win rates. Mais par contre, sur le fond du joueur, en termes de progression, il faut des milliers d'heures. Et c'est souvent ce que je dis quand j'ai des mecs qui viennent me voir et qui veulent me payer à l'heure. Souvent, aujourd'hui, on revient sur ça d'ailleurs dans le coaching, nous, chez Nutser, c'est moins de coaching indiv parce que le coût d'une heure de coaching, tu parles de 100, 150 euros de l'heure, versus ce que ça rapporte. Oui, c'est trop de frais avant que tu sois gagnant. C'est beaucoup de frais. Moi, je dis aux gars, on va faire 1 heure par semaine de tel thème, mais au bout de 10 séances, tu seras nul. Ouais. Sauf que tu as déjà claqué 1000 balles, ça se trouve. Exactement. Par contre, en 1 heure, moi, je te coach pour savoir comment tu vas travailler ça, et là, tu vas pouvoir y passer autant d'heures que tu veux. Et là, tu vas pouvoir progresser. C'est comme si tu prends un prof d'anglais, tu vas apprendre l'anglais. Moi, j'ai pris 20 heures. C'est pour ça qu'il a une bonne réputation, c'est parce qu'il est honnête, lui, en fait. Oui. Ah ben, c'est ce que je disais, c'est pas mon sens, tu vois, mais tu veux prendre des cours d'anglais, ça, c'est un bon exemple pour que les gens comprennent. Tu prends un coach, je l'ai fait, je suis nul en anglais, je vais travailler. J'ai pris 20 heures avec un coach, mais au bout de 20 heures, j'étais aussi nul. Tu te rends compte que tu fais pas grand-chose en 20 heures, en fait. Non, mais non. C'est du travail tous les jours, régulier, quotidien. C'est là où tu vas progresser. Quand j'ai commencé à faire du conseil, je vendais à l'heure, même à la demi-heure. Et après, maintenant, je vends des trucs beaucoup plus chers d'accompagnement au mois où tu peux m'appeler quand tu veux. Et je prends jamais un mois, c'est sur plusieurs mois à cause de ça.
Parce que quand je vendais à l'heure, je me disais, mais ça foirait tout le temps, ou quasiment tout le temps, parce qu'en fait, je les ai pas suffisamment souvent au téléphone, ils me racontent pas suffisamment tout, ils oublient des choses. Je dis, je vais le vendre beaucoup plus cher, j'aurai peut-être moins de clients, mais plus qualitatif. Et vu que le gars, il peut m'appeler 6 fois dans la semaine s'il a une galère, au moins je suis tenu au courant, donc je peux mieux le conseiller, même aussi, tu vois. Si ton élève, tu l'as une fois par mois, parce qu'il peut te payer qu'une heure par mois, ou 2 fois par mois, ou si t'as l'élève, tu l'as 4 fois par semaine, parce qu'il a les moyens de s'offrir le Bordelais ou Clément 4 fois par semaine, ce sera pas du tout même toi en tant que coach, le rapport que tu vas avoir avec lui, les détails, le mindset, etc. C'est le principe du CFP au final, un petit peu. Hein. On trouve la même chose. Le côté suivi de la chose est beaucoup plus agréable pour le joueur comparé à payer à son heure. Tu vas faire ton heure, tu vas finir ton coaching, tu vas faire ta review, tu vas faire, je sais rien, ton travail spécifique. C'est fini ton heure, on ferme la porte et ça s'arrête. Après, les joueurs sont programmés, entre guillemets. Nous, on a des gars chez notre parce que du coup, c'est un CFP, mais qui attendent le coaching pour partager une problématique. Est-ce que les joueurs sont idiots? Alors, bien sûr que non, j'ai envie de te dire, parce que allez, je suis encore l'abbé Pierre, moi, tu sais. Mais personne n'est idiot, tu vois. Par contre, il y a des blocages. Non, mais il y a des blocages. Il y a des joueurs qui ont des croyances et des blocages. Moi, je vois des gens intelligents qui font des choses idiotes. Ils sont pas idiots, mais par contre, des fois, ils font des choses idiotes qui sont très difficiles à expliquer. Et je pense à des joueurs là où j'ai dit travaille mentalement. Alex Réard m'avait partagé une expérience comme ça où il avait stacké un élève en disant putain, mais je discute avec lui, il est bon, etc. Je vais le stacker. Et il a fait une review avec lui et il dit on arrête, va voir un coach mental. Et en fait, ça s'est très bien passé pour lui derrière parce que il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Alex, le mec avait des compétences. Quand il jouait pas, ça allait, mais quand il jouait, il faisait des choses qui n'avaient pas de sens, qui n'étaient pas rationnelles. La panique. Donc, de la panique. Il se passe des choses, les joueurs jouent sous l'ego, etc., alors qu'ils jouent plus sous le rationnel. Donc, par rapport à ce que tu dis, je pense qu'ils sont pas idiots. Par contre, ils font des choses idiotes, comme tout le monde, en fait, quand on a une vision tunnel, des biais cognitifs, etc. Je pense que, ils font des choses idiotes. Et là, typiquement, moi, j'ai envie de dire, même à mes gars, tu vois, mais qu'est-ce que vous foutez, genre, je suis là tout le temps, quoi. Enfin, là, je leur ai envoyé un message ce matin sur Discord, j'ai pas été là pendant 12 jours, il y a eu 3 HH de postés, tu vois. Oui. Je me dis, mais les gars, allez, tu vois, t'es obligé de les faudrait profiter. Bosser, messieurs, alors, un peu. Toi, en tant que coach, il faudrait bosser, mais pour vous, vous payez, donc profitez-en à fond, tu vois. Profitez-en. Un dernier mot? Je pense que c'est bon. Merci, les amis. C'était passionnant. Mon Clément, on te retrouve un peu sur le circuit cette année? On va essayer. On attaque février, je pense. Février? Ouais. Bah, il n'y a plus le PT. Hein. Ben voilà, moi, c'était le PT. Ouais. Voilà. Mais non, mais tu viens au Nutser Festival, du coup. Ouais, du coup, je suis là pour le Nutser Festival, donc il y en a qui sont contents. Le Nutser Festival, monsieur, le week-end du 14 février. Okay. Venez, ça va être un très beau festival. Normalement, je pense que l'émission sera sortie avant. Ouais. Donc, allez voir le programme sur Texas Poker. De toute façon, il y en a une en février, une en mai. Une en mai, et après une en septembre, une en novembre, ouais. Donc on l'a fait l'année dernière, ça avait très bien marché. Ouais, ça avait cartonné, plus de 400 joueurs. Super ambiance, ouais. Et il y aura des cadeaux à gagner, et toute la Team France sera là, dont Boris pour une fois, et on tournera des émissions là-bas. Bref, on va se régaler. On va se régaler, et on te revoit pour le prochain Pro Dream. On te revoit avant dans les émissions. Toi, mon Boris, Nutser. Moi, j'ai été EPT, du coup, il n'y a pas d'EPT. Si vous êtes sur nutser.fr, tout ça pour les infos, coaching. Ouais, j'ai nutser.fr. Ouais, nutser.fr, vous venez nous voir directement et on vous donnera les infos et les renseignements. Eh bien, écoutez, merci les gars pour avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de No Bluff et on se retrouve très très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao. Ciao tout le monde.